de notre balado. Hello, Jonathan Roberge. Salut, Hello. Mathieu Genet. Hello. Suzy Veilleux, vos étudiants favoris qui sont avec vous, pour vous faire penser à autre chose que la zone rouge, que le confinement, que tout ça. Donc, on enregistre toujours de la maison. Et là, pour tout vous dire, nous sommes le 4 novembre au soir. On est le 4 novembre au soir. Et là, ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment vous parler du sujet de l'heure, c'est-à-dire, on le dit en même temps, les gars, 1, 2, 3, go. Les élections américaines! Je pensais que vous pouviez parler de la sortie de Charles et Élodie à Occupation Double. Moi, je vais t'en parler tantôt de ça. Yes! Hey, moi, c'est la première année que je ne suis pas OD. Puis, c'est la première fois que je ne les suis pas, puis c'est pas par principe. C'est juste à donner que j'ai manqué les premiers épisodes, puis finalement, tout le monde avait l'air de connaître les gens sauf moi. Mais il se passe tellement de trucs sur les réseaux sociaux par rapport à OD que je sais que Charles est un leader. Charles est un leader. Que Élodie est une tricheuse. Héloïse? Oh, plus certaine. Je dirais Hélo. Héloïse. On va dire Hélo, elle a triché parce qu'elle s'est fait kicker out. Elle est partie d'elle-même parce qu'elle se sentait mal. Fait que ça, je suis au courant. Ouais. Mais moi aussi, je ne voulais vraiment pas l'écouter cette année parce que je me disais, si je passe ma vie à écouter OD pendant le confinement, je vais vraiment me trouver no life. Mais finalement, je connaissais un des participants, Renaud, pour ne pas le nommer. Fait que là, j'ai dit, bon, on va l'écouter. Alors, tu l'as-tu déjà frenché? Non. Avec le silence! Non, c'est la vérité. Mais je voyais son coloc. Bon, c'est là, comme vous en avez parlé, là, écoutez... tu vas y aller, hein? J'ai pas le choix, là. Je voulais garder ça pour mes actus, mais je le fais maintenant. Donc, ce sera mes actus en même temps. J'ai eu... Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à La Retenue, la version non censurée du Pack-Sac, disponible sur Patreon à seulement 3$ par mois. Et cette semaine, j'étais vraiment fier, j'ai oublié de vous le dire. On va pouvoir saluer des gens justement sur nos réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents. Merci, vous êtes rendus 160 abonnés Patreon. Vous êtes de plus en plus à nous regarder sur YouTube. Petit train va loin, hein? On commence à grossir la famille, puis je trouve ça le fun. Et il y a le blog Les Petits Maudits que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, la fille s'est filmée en train de parler de je sais pas trop quoi. Et elle était dans un endroit public et elle avait un masque du Pack-Sac Balado. Ah, donc, c'est cool! Je savais même pas qu'elle nous écoutait. Je savais même pas qu'elle nous aimait. Et là, je voyais notre logo puis tout. Puis à moi, qu'elle trouve juste le logo nice, comme bien des gens qui trouvent vraiment notre logo nice qui nous ont jamais écouté. Fait que si tu nous as... Tu sais, tu peux dire à tes amis, « Hey, regarde comment il est beau mon masque. » Il est pas obligé de savoir que ça vient d'un balado. Très, très beau. Très, très beau. C'est vraiment cool. Hey, merci d'ailleurs parce que le dernier épisode qu'on a mis en ligne, on a eu des petits bugs, on a eu des petits problèmes. Puis il y a beaucoup de monde qui nous ont contactés, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram pour nous dire « Hey, ça marche pas en ce moment. » Merci de l'avoir fait. On a corrigé le tout. Merci les petits blonds d'avoir travaillé fort là-dessus. Et puis, c'est encore une bonne raison pour vous mentionner que les abonnés Patreon, ils n'ont pas eu ce problème-là. Les amis, c'était le bon épisode. Quel outil de marketing que tu as réussi à tourner pour nous. Je trouve ça le fun. Il y a eu un bug, mais on n'en avait pas des bugs avec les gens qui donnent du cash. Justement, j'aimerais ça saluer Éric Arsenault. On va saluer des gens qui nous écoutent, des auditeurs, des podcasteux. On a Éric Arsenault qui dit « Je pense que j'ai mal au bras tellement que j'avais le poil drette tout le long. » Gros épisode. En parlant de notre épisode, si vous ne l'avez pas, si l'épisode que vous écoutez en ce moment, c'est le premier, on vous invite à aller voir notre spécial Halloween. Allez le regarder, celui-là. Marie-Josée Aymon, qui était avec nous, qui nous a fait peur. Ah oui. Une chasseuse de fantômes, mais à la base, une thanatologue qui nous a parlé de son métier, de la mort. C'était une belle conversation qu'on a eue sur notre rapport avec la mort. Je trouve ça super. Moi, je suis un peu déçu. Je n'ai pas eu d'appel encore de dernière heure pour raconter mon témoignage de relation sexuelle avec une succube. J'attends toujours. Ça, on en a parlé dans la retenue. Oui. Allez payer pour ça. Allez payer pour ça. Combien, Mathieu? 3 piastres! 3 piastres! Le gérant est tombé sur la tête. Tout doit partir. Tout doit partir. Il y a aussi Julie Giguère qui nous disait « C'est vrai qu'il torche cet épisode-là, même que j'avais peur dans ma voiture avec vos maudites histoires. Un 3 piastres
très bien investi. Cédric Côté qui disait « Un autre épisode que j'ai dévoré, vous êtes sur la coche tous les trois, vos invités sont géniaux, sauf un que je nommerai pas, mais il n'y a pas besoin de le faire, on parle du troll, je pense. Il dit « Lâchez pas, j'adore ce que vous faites, je jetterai bien gros sur vos retenues. » Oui, parce que ceux qui, je me répète, pour qui on est le premier épisode qu'ils écoutent, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui vont écouter un épisode au hasard pour découvrir le podcast. Puis là, c'est le premier que vous écoutez ou regardez. On a reçu un gars qui me blastait sur Internet, un troll, puis on a essayé d'avoir une discussion avec lui. On vous invite à aller écouter cette discussion-là. Et Mathieu, est-ce que tu l'as lu la dernière? Est-ce que tu l'as devant toi? J'ai tout ça dans mes affaires. Est-ce que vous m'avez envoyé ça? Oui, c'est sûr. Attendez, j'y vais. Je veux le faire. Attends, là, je suis dans. OK. OK, attendez. Donc, alors, Jane Hick Fortin. Alors, je suis simplement à l'épisode. Ça doit être Jannick. Ouais. Ah, moi, le monde avec leurs orthographes bizarres, là. Jannick ou Jane Hick. Jane Hick! Jane Hick! Le gars, il voit une Véronique, une V-Row. Nikki? Non, mais c'est écrit Janne H majuscule ICK. Peut-être que c'est Jane Hick pour vrai. Hey, peut-être que c'est Jane Hick qu'on a vraiment ri, là. OK. Jannick Fortin ou Jane Hick Fortin. Je suis simplement Mathieu, à l'épisode 7. Oui. T'es vraiment le professeur qui prononce mal le nom des étudiants. Quand il prend les présences, le remplaçant. Salut, mon nom est Raymond Hébert. Aujourd'hui, je remplace le professeur. Alors, Marie Geneviève. Geneviève. OK, moi, je l'appelle Jane Hick Fortin. Je suis simplement à l'épisode 7. Mais je dois avouer que dès le premier épisode, je me suis abonné au Patreon parce qu'apparemment, je suis une tout croche. J'adore votre podcast qui parle de ce que j'aime le plus, musique, films et anecdotes. En plus, maintenant, vous parlez de bière. Ce podcast est parfait. Hey, justement, mes amis, qu'est-ce que vous buvez, vous autres, aujourd'hui? Hey, je ne suis pas sur la bière ce soir, je suis sur le vino. Je bois le un litro, puis il est tellement bon, là. Il est tellement bon. Ça, c'est ma kryptonite, hein, le vin rouge. Tu peux pas me donner ça pendant un podcast. Je finis à terre. Je me disais justement, je devrais faire attention. Moi, je bois une sandance. C'est vraiment bon. Oh, hey, c'est tellement bon, la sandance. Oui. C'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi, Mathieu, qui me l'a fait découvrir? Ça se peut. C'est vraiment bonne. Hey, moi, je vais plugger un ami que vous connaissez de nom, ou peut-être personnellement, ou peut-être parce que je joue dans la NFL et pour les Alouettes. C'est Étienne Boulay. Étienne Boulay est maintenant sobre depuis 1 an et demi. Étienne a eu quelques problèmes. Il en a déjà parlé publiquement. Des problèmes de consommation. Et c'est quelqu'un qui se disait, c'est plate parce que moi, j'aimais les drinks, pas nécessairement pour me saouler, parce que j'aimais le goût. J'aimais boire un gin tonic, j'aimais boire un rum and coke. Et là, il a parti une boisson qui s'appelle Atypique. OK. Il n'y a pas d'alcool. Ah ouais? C'est seulement 60 calories, parce que lui, il est musclé et il s'entraîne. Pratiquement pas de calories. Comme nous autres, là? Oui, nous, on court à tous les matins. Là. Merci beaucoup. Et là, tu vois, je viens de finir la canette de gin tonic et tout le long, j'avais vraiment l'impression de boire un gin tonic, comme s'il y avait de l'alcool dedans. Et c'est 0 alcool. Donc, les amis, c'est vraiment cool pour quelqu'un qui veut... Les bières sans alcool sont rarement bonnes, on ne se le cachera pas. Là, tu es dans ton coin avec ton Perrier. Si, mettons, tu fais « Hey, j'ai le goût de boire ce que j'ai tout le temps bu depuis 15 ans, mais j'ai pas envie d'être sous parce que quand je suis sous, je peux être désagréable. » Ou tout simplement parce que tu n'as pas envie de tituber devant tes enfants. Moi, je suis un maniaque de gin, vous le savez. Et là, je me suis clenché une caisse d'Atypique. C'est comme si j'avais bu du gin toute la soirée et j'ai encore toute ma tête. Alors, Atypique, ça se trouve dans tous les IGA. Bravo à Étienne Boulay de faire ça. Puis bravo pour ton année de sobriété. Puis je suis bien fier de lui. Puis je trouve ça cool qu'il maximise quelque chose qu'il a fait puis qu'il le motive. Quand tu arrêtes de boire, c'est extrêmement difficile. Et ce qui me donne l'idée de partir moi-même mon drink qui ne goûte absolument rien, mais qui saoule en tabarnak. Alors, c'est ça. Okay, moi, là, on va essayer ça, on va être des testeurs. On brainstorm. Je me crisse du goût, je veux juste baver quand je parle. Je veux un œil à moitié fermé et parler de trop proche. C'est ça que je veux. Ça m'a donné une idée. Santé, les garçons, santé. Santé. Et là, je suis rendu au café, au déca à cette heure-là, parce que je bois beaucoup trop de caféine sinon. Hey, vos actualités, ça a l'air de quoi, vous autres, cette semaine? Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à La Retenue, la version non censurée du pack-sac disponible sur Patreon à seulement $3 par mois. Hey,
aujourd'hui, au sujet, tu sais, on a chacun un oral, puis là, vous avez décidé de comme faire un oral à 2 et que moi, je peux participer. Fait qu'au lieu de préparer du stock, je peux juste embarquer. Et que sera cet oral, gang? Devinez la matière du jour. Cinéma. Cinéma. En fait, c'est le ciné-club. Le ciné-club du Paxac. Oh, c'est ça, c'est le ciné-club. On s'en va. À l'école, c'est l'heure du dîner. Tu avais comme un local ouvert avec une TV sur un chariot. Puis il y avait toujours comme un film qui jouait. C'est ça qu'on fait. J'avais été voir Georges de la Jungle comme ça au secondaire, bien batté. Le film avec le beau monsieur, là. Brandon Fraser. Oui. Oui. J'avais été voir ça bien batté en secondaire 2, genre dans une pièce, puis je mangeais des jujubes, puis que mes amis étaient voir, t'allais regarder ça, puis moi, j'aime regarder des films. J'étais, c'est quand même pas si pire, là. Ouais. Fait que, bon, ben, hey, je vous souhaite tous. On parle à tout. Bons euros. Oui. C'est parti. Sa musique, backstage avec des stars qui se pètent. Jonathan Roberge qui parle ou Jonathan Roberge qui chiale. Mathieu Genet, le vieux qui grinche. Tout le monde sait que c'est un stoner. C'est l'heure du Paxac Balado avec leurs 3 euros. C'est l'heure du Paxac Balado avec leurs 3 euros. C'est l'heure du Paxac Balado avec leurs 3 euros. C'est l'heure du Paxac Balado avec leurs 3 euros. Le Paxac Balado avec leurs 3 euros. Erreur. Il n'y aura qu'un oral aujourd'hui, mais un oral d'équipe des Malfaux. Une causerie. Une causerie. Alors, Une causerie. la discussion aujourd'hui, la causerie sera autour de devoirs que vous m'avez donné. Vous m'avez donné comme devoir dans le dernier épisode à thématique Halloween. Je t'arrête. Ah ouais, vas-y. Excuse-moi, vraiment. Vous m'aviez donné un devoir à faire. Oui. C'était d'essayer une pilule de sex shop. Je En l'ai fait retenue. cette semaine. En retenue. OK, fait en retenue, on ira parler de la pilule. OK, fait que tout le monde, abonnez-vous au Patreon si vous voulez l'avoir. Excuse-moi, Suzy, c'est juste que tu as dit le mot devoir, j'ai flashé, sinon je l'aurais oublié. Est-ce que tu es un leader qui me coupe la parole pour me dire que tu es féministe? Oui, je te on dis. arrête. OK. Terminé les Inside Dodé. Terminé. Excusez-moi. Alors, ben, vous m'aviez donné un devoir, c'est vous, dans le fond, qui avez dit, OK, là... faudrait que tu vois quand même un petit peu de films d'horreur. Il me semble que ce serait intéressant que tu ajoutes ça à ta culture. Et puis, on a dressé ensemble une série de films de type classique. Et puis, on vous parle de ces 5 films-là que j'ai écoutés toute seule comme une grande. Parfois en me cachant les yeux. Il y en a un, j'en reparlerai, il y en a un que j'ai écouté dans la cuisine, toutes les lumières ouvertes, avec aucune atmosphère. J'avais besoin de pas être trop dans le mood pour y survivre, tu sais. Puis voilà. Fait que, est-ce qu'on commence avec Ben oui, on commence. Moi, je pense que je peux guesser lequel était ton OK, vas-y préféré. donc. Moi, je pense que celui que tu as aimé le plus, Ouais. ben, je pense que c'est Rosemary's Baby. Ben oui. Bingo. Et OK. celui que j'ai aimé le moins? Le moins, Celui Ça- que j'ai écouté dans la cuisine, là. celui qui a eu Massacre à la peur, là. tronçonneuse. Massacre à la Massacre à la tronçonneuse. tronçonneuse. Mais vous me lisez comme si j'étais un petit roman écrit pour vous. Oui. Ben, c'est le plus... le plus Déstabilisant. Oui, les anglophones ont un excellent terme pour le décrire et c'est gruesome. Gruesome. Il y a quelque chose de... C'est un mot qui je sais, y a-t-il une traduction pour gruesome? Mais je sais pas. Les petits Mais blancs, c'est... checkez ça. Il y a une sauvagerie là-dedans. Il y a quelque chose de déstabilisant. Ouais. Mais, On y revient. oui. Quand j'écoutais les films, je faisais une petite story sur Instagram et il y a Ben Thériault qui m'a écrit, il a dit « Hey, est-ce que tes films sont déjà tous sélectionnés? Est-ce que je pourrais en ajouter un à la liste? » J'ai dit « Ah, ben les gars ont déjà fait des choix. » Puis tu sais, pas l'impression que je vais m'en ajouter pour le plaisir. Là, genre, je vais me concentrer à écouter ceux-là, puis après ça, on verra. Mais il dit « Ah, sinon, là, j'aimerais ça que tu écoutes Ju-On the Grudge de... » Je le dis sûrement pas bien, là. Oui.
Là, je dis, C'est OK, quoi ça donc? que c'est ça? Puis là, il a dit, mettons que ça entre dans la catégorie des films, plus jamais un film d'horreur va te faire peur après ça. Merci, Ben, mais non, merci. Je suis pas ouais, rendue là. ouais, Je suis pas ouais, rendue ouais. là, pas rendue là. Fait Oui, que, allons-y, allons-y. Premier film à voir, c'est Psycho. Oui, parce que 1960. de voir la sélection qu'on avait faite, c'était 5 films de... c'est presque un cursus universitaire là, qu'on a fait. Là. Absolument. C'est l'horreur moderne. C'est par là que le genre horreur est entré dans la modernité. Fait qu'on commence avec Psycho, qui est le... C'est là que ça commence. Cool. C'est avec... En fait, on a entendu juste la musique. Là. Je pense que c'est juste... J'étais plus sûr que c'était une bande-annonce ou le thème de Psycho. En tout cas, on a entendu le thème de Psycho. Alors, Psycho 1960 de Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins et Janet Leigh, Vera Miles et John Gavin, qui est basé sur le livre de Robert Bloch, Psycho. Donc, le synopsis. Une jeune femme qui tente de prendre la fuite avec une somme d'argent volée trouve refuge pour la nuit dans un motel géré par un jeune homme timide avant d'y être assassinée par la mère contrôlante de celui-ci. Sa sœur et l'ancien amant de la jeune femme s'y rendent par la suite pour y mener l'enquête. Mm-hmm. Alors, Suzy, t'as pensé quoi de Psycho? C'est un des films que j'ai préférés dans la liste. Là. J'ai vraiment aimé ça. Là, est-ce qu'on prend pour acquis que je suis comme la seule attardée qui n'a pas vu ça? T'sais, on ne divulgue gâche pas. Là. On dit pas Ça, c'est le quoi point de vue. Oui, on peut spoiler. Moi, je pense que si tu n'as pas vu le film en 60 ans, on peut spoiler. On peut spoiler. OK. Ben oui, c'est ça, tu sais, évidemment, bon, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai toujours écouté les films et après, je suis allée lire sur le film. Alors, je voulais ne pas avoir d'impression, je voulais surtout pas lire c'est quoi les punchs, je voulais vraiment le vivre et puis ensuite voir. Fait que là, après ça, je voyais que c'était vraiment un des films qui a été le plus marquant, le plus inspirant. Et puis, je pense qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Là, c'est vraiment bon. Il y a vraiment rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment, le suspense est vraiment bien tenu tout le long du film. Le jeu est beau, c'est vraiment parfait. Là. L'histoire, tu sais, elle va voler 40 000 $. C'est énorme la somme à ce moment-là. Elle va voler ça à son patron. Ça fait 10 ans qu'elle travaille pour lui. Puis elle vole un peu finalement pour son amant. Tu sais, c'est comme ça qu'on le sent. Puis c'est vraiment anodin qu'elle arrête au motel là, parce qu'elle est fatiguée. Tu sais. Moi, je pensais pas que ça allait être la scène du film qu'on avait déjà vu, qui est accompagnée de la musique tellement terrifiante. Cette scène-là, elle arrive vraiment plus tôt que je pensais dans le film. Moi, je pensais que, étant donné que j'avais compris là, que c'était ça, je me disais que ça allait finir là-dessus. Je pensais que ça allait être la fin du film, ça, la scène de la douche. Et puis, non, ça arrive quand même tôt dans le film. Là, je me disais... un peu avant la moitié. Oui, c'est ça, je m'en dis, c'est après 40 minutes, même pas. Ouais. Non, c'est presque la moitié du film, même que ça vient, tu sais, dans la structure, là, souvent d'un film, à la moitié, tu as quelque chose qui arrive, qui est un moment d'intensité intense, qui vient donner un second souffle à ton film. Bien, dans Psycho, c'est pas mal la scène de la douche. Sauf que l'affaire, c'est les que... violents... Ouais, la fille, on la suit depuis le début, c'est notre héroïne. Mais là, elle meurt en plein milieu du film. Et ça, c'est pendant le marketing, je sais qu'Alfred Hitchcock interdisait à ses acteurs de se présenter dans les émissions de télé ou de radio de peur qu'ils vendent le punch et que les gens ne veulent plus y aller de peur de se dire, ben là, comment ça se fait que Janet Leigh n'est plus à l'écran? On s'est fait fourrer, tu sais. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment, la musique est tellement... c'est tellement strident, le son, ça ajoute vraiment là, à la peur qu'on a dans cette scène-là. Et puis, c'est ça, la mise en scène est vraiment belle, tous les plans sont vraiment jolis, il y a vraiment une tension tout le long du film. Et puis, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je sais pas, le noir et blanc, l'atmosphère, les interprétations, c'est effrayant, c'est joli, j'ai vraiment aimé ça. Puis, la fin, là, wow! Ouais.
je m'en allais pas là du tout. Je l'avais pas vu venir. Tu n'avais pas vu venir le punch? Non, pas du tout. Moi, je le sentais très nerveux. Je sentais qu'il y avait des problèmes, mais je pensais pas que c'était ça. J'étais vraiment surprise. Fait que j'ai agréablement été surprise. Parce que là, à un moment donné, tu sais, t'es un peu... Ça fait longtemps là, que tu es en tension puis que tu dis « OK, ça s'en va où? » Puis là, ça, wow! Vraiment. Le punch, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui s'en rappellent plus, toi, tu t'en rappelles-tu, Joe, du punch? Voulez-vous rire de moi? Moi, Psycho, je l'ai vu une seule fois. OK. Ouais. J'avais 16 ans. C'était à l'Halloween. Je sortais avec Marjorie. Et là, on s'était dit, hey, on va se pogner un film d'horreur. Et là, c'était la bonne vieille époque où on rentrait dans un club vidéo qui sentait le popcorn, puis on allait voir un comique qui connaissait ça, qui n'était pas juste le d'autre qui plaçait des cassettes, puis on lui disait, hey, excuse, y a quelqu'un qui est bon ici avec les films d'horreur? Puis là, il nous avait pointé un gars qui avait l'air d'un gothique. Puis là, on avait été le voir, puis il dit, ben, Psycho, là, c'est l'origine de tout, là. C'est faut que tu vois ça, tu sais. Puis à 16 ans, je me rappelle de la scène de la douche, je me rappelle de l'histoire, et je me rappelle surtout qu'on n'était pas capable de finir des films sans que je la tripote ou sans qu'elle me tripote. Fait que tu te rappelles-tu pas? Correct, tu sais, je me rappelle l'avoir vu, je me rappelle que j'ai aimé ça, je me rappelle que c'était très... esthétiquement parlant, c'est le genre de truc qui me fait triper énormément. Et Hitchcock, tout ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça magnifique. C'est dans ce film-là qu'il a... c'est dans ce film-là qu'il a inventé le plan de caméra sur rail qui recule en même temps. Là, c'est un terme en cinéma. Puis je me rappelle que j'avais trouvé ça hot comme plan de caméra. Est-ce que je me rappelle de la fin? Non. OK, et là, tu dis-le. Le punch final, c'est que bon, tout le long du film, on pense que c'est la mère de Norman Bates qui tue Janet Leigh parce que, tu sais... autres personnes. Et les autres femmes parce qu'elle perçoit les femmes comme des espèces de tentatrices là, qui veulent lui voler son garçon. Fait qu'on pense que c'est la vieille folle qui tue des gens. Quand finalement, c'est Norman. Norman a un dédoublement de personnalité et quand il devient sa mère. En fait, il devient sa mère, il s'habille comme sa mère pour tuer. Ça, oui. Donc, sa mère, elle l'habite. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Là. Fait qu'à un moment, fait que là, le plan, c'est vraiment que lui est là. Fait que là, on la voit, elle est de dos. Puis là, elle se retourne. Et là, c'est la perruque, c'est son visage. C'est vraiment épeurant. Le plan, il est incroyable. Ouais. Fait que toi, tu n'avais pas vu venir ça. Non. OK. Fait que donc, les mécanismes, tu sais, c'est pas parce que c'est un vieux film qui utilise des anciens procédés qu'on ne peut pas être berné encore de nos jours. C'est quand même cool, ça. Bien, c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Je veux dire, c'était l'esthétique de l'époque est là. Je veux dire, le stéréotype aussi, là, je veux dire, la fille est pas aussi accomplie dans la vie parce qu'elle n'est que la maîtresse d'un homme marié qui refuse de quitter sa femme. Mais, OK, ça appartient à l'époque, mais je veux dire, tout le reste, toute l'histoire, tout est là, tout se tient. Là. C'est pas parce que c'est un gros maudit beau char de l'époque qui rentre dans l'eau que c'est un char d'aujourd'hui. Je pense que, justement, c'est pour ça qu'il y a eu autant de... Il y a eu quoi? Il y a eu trois remakes de Psycho? Non, il y a juste un remake de Gus Van Sant. C'était un remake qui était comme tu sais, c'était comme plan par plan, OK? Oui, c'était identique avec Christian Bale. Non, c'était Anne Heche qui faisait la fille, puis tu avais, comment il s'appelle, là, le grand qui joue dans Dodgeball? Vince Vaughn? Vince Vaughn faisait Norman Bates. Hein? Ben oui. Moi, j'étais persuadé... Fait American Psycho n'était pas un... Non, American Psycho, c'est complètement autre chose. Oh! Je pensais que c'était inspiré de parce que j'ai jamais voulu le voir American Psycho avec Christian Bale. American Psycho avec Christian Bale, il faut que tu vois ça absolument. Hein? Moi, j'étais persuadé. Oui, c'est un devoir. Parfait. OK, excellent. Mais t'as-tu vu, quand on Google Psycho... Psycho, ici, 1997, la version de Gus Van Sant. Mais là, tu vois ici, en 24 janvier 2020, que ça me donne ici, comme s'il y avait eu un remake qui avait été fait. Je sais pas. Movie, remake, 1998, que ça me donne pour Psycho avec... oui, 98. Ben oui! Ah, fait que moi, j'ai mélangé plein d'affaires. Ouais. Il y a Viggo Mortensen là-dedans. Tu sais,
c'est comme un exercice de style étrange de refaire le film identique. C'est vrai que c'est spécial, tu sais, ça amène quoi? Il n'y a pas de plus-value Tu sais, il y a tant plein... que ça, là. Il y a plein de gens qui ont dit que c'est un non-film, tu sais, dans le sens qu'il n'y a rien à ajouter. Il y a rien Est-ce que c'est en noir et blanc aussi, le Non, remake? c'est en couleur. OK. Ça Parce serait que peut-être de moderniser, mais sinon... Oui, sûrement. En fait, la grosse raison, c'était il disait que les jeunes de nos jours, en 98, n'iraient pas regarder un film en noir et blanc de 1960. Donc, ils ont décidé de refaire ça. Moi, je vais C'était regarder celui de 1960. Ça va être ça mon devoir. Oui, mais Puis, il faut. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression que je vais le regarder et je vais faire oui, OK, oui, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, mais il faut que je le regarde. Bon. Oui, totalement. Puis, bon, fait tu sais, le film est basé sur un livre, tu sais. Puis, il suit le livre de manière assez fidèle. Tu sais, c'est pas un super gros livre, là, si vous voyez. Là, c'est pas super épais. Donc, c'est quand même difficile, c'est quand même facile à adapter un récit qui est pas long comme ça. Mais là où il y a une différence, c'est dans la représentation de Norman. Tu sais, Norman, dans le film, c'est un jeune garçon avec une... Tu sais, il y a comme une dégaine de Pierre-Luc Funk, là, Anthony Perkins. Tu sais, c'est le boy next door. Tu sais, c'est le gars 100%. Tandis que dans le livre, Norman Bates, il est gras, il est alcoolique, il est chauve dans la quarantaine, il est obsédé par l'occulte et la pornographie. Attends une minute, là, il est dégueu, Chris. Il est gros, il n'a pas de cheveux, il aime la pointe. Je sais, il est à 2 défauts d'être nous autres. OK? Nous louerais-tu une chambre de motel? Le portrait est payable, là. C'est ce que je voulais dire. Oh, là, je voulais passer personne. Non, mais dans le sens que... pas de cheveux, arc. C'est beau. Pour vendre, le punch de Psycho, c'est là que... Mais il sue, là. Les descriptions sont comme... Il est creepy, tu sais. C'est Tandis clair. que l'autre, c'est juste un petit weirdo. Puis on l'adopte tout de suite, hein. On a un peu pitié parce qu'il est weirdo. On est comme, oh, cute. C'est là que je trouve qu'il y a eu une certaine ingéniosité là-dedans. Tu sais, on n'aurait jamais eu confiance dans un casting tel que le gars est décrit dans le livre. Tandis que là, tu le vois, le gars, puis il a l'air fin quand même. Puis là, il y a un moment donné, il y a une scène, je ne sais pas si tu te rappelles la scène où il parle de sa mère, puis elle dit, t'as-tu déjà pensé à placer ta mère dans une place? Absolument. Puis il est comme... Cette scène-là, je peux pas, tu sais. Cette scène-là vient comme nous shifter un peu notre sympathie de elle, tu sais, une femme qui a volé du cash, à ce pauvre jeune homme qui vit avec une mère un peu folle, tu sais, puis tout. Puis c'est là que je trouve que c'est ça marche beaucoup. Il y a eu de la controverse aussi, parce qu'au début, Universal ne voulait pas faire ce film-là parce qu'il trouvait que le livre était un peu trash. Tu sais, c'était un livre un peu, pas de second ordre, là, mais presque. Puis, tu sais, ils ne voulaient pas le faire, donc ils n'ont pas eu un super gros budget pour ça, puis c'est pour ça que le film est en noir et blanc. Puis le film prend beaucoup de risques. Le film montre un couple qui partage le même lit. En 1960, on ne voyait jamais ça. Quand tu vois des trucs des années 50, les couples ont toujours comme des chambres avec 2 lits séparés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça habituellement. Ben oui. Je n'ai pas remarqué. Regardez, si vous regardez, genre Ma sorcière bien-aimée ou des trucs comme ça, là, c'est toujours soit ils sont pas dans la même chambre ou soit c'est 2 lits. Ah ben, tabarouette. Le film comporte du travestisme. Oui. Mm-hmm. C'est le genre de truc qui ne passait pas à l'époque. Puis c'est le premier film qui montre une toilette. Hein? Oui. C'est donc pas intéressant, ça, comme fun fact. On ne montrait jamais les toilettes avant. L'endroit où nous déféquons. Jamais. C'était tabou. Le pot à caca, on veut pas le voir. Qu'est-ce que tu as pensé de la violence? Il y a un commentaire que j'ai oublié de mentionner. Ouais. Moi, j'avais vraiment plus peur du policier que du petit garçon du motel. Là, Le policier me donnait vraiment froid dans le dos. J'étais comme, gros obsédé, il va la suivre puis il va la violer. C'est sûr que c'est ça qui arrive. C'est un policier. Joe, c'est un policier avec des lunettes d'aviateur miroir que tu ne vois pas ses yeux. Il n'est pas fin. Il arrête c'est un personnage mystérieux, puis oui, il est creepy. Ouais. C'est vrai que Ouais. ne pas l'avoir vu, tu te demandes, ça s'en va où cette affaire-là? Va-tu comme la suivre après? Puis la violence, écoute, tu sais, c'est bien correct là, dans le sens où c'est pas tellement explicite. Tu sais, mettons, quand il y a un meurtre là, qui survient
c'est le garçon, là, ça arrive en haut de l'escalier, puis là, il tombe direct en bas de l'escalier, one shot. Il déboule pas ça, lui, il tombe ça, one shot. Oui. Tu sais, c'est pas... je me disais pas « ouch! Aïe aïe! » C'était bon, là, on comprenait ce qui arrivait, mais je trouvais pas ça trop trash. Mais il y a, tu sais, la scène de la douche. Ouais. Mais je pense que, tu sais, je l'avais déjà vu. C'est peut-être pour ça là, que j'étais... Pendant des années, il y a des gens qui étaient persuadés que tu voyais la lame rentrer. On ne la voit pas du tout. Tu ne la vois pas du tout. C'est coupé. Je ne sais pas combien de coupures là, qui a été faites. Je ne sais pas combien de plans ont été faits, mais tu ne la vois pas du tout. Puis on dit que c'est l'effet Mandela. Vous savez, c'est quoi l'effet Mandela? Oui. C'est quand tu assumes que quelque chose s'est réellement passé. Oui. Bien, en même temps, écoutez la musique. Moi, quand j'entends la musique, on dirait que je voyais autant de nombre de coups de couteau. On dirait que c'est comme cling, 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 cling. Alors que je ne sais pas s'il a donné un coup de couteau au 18 dans le fond. Aucune idée. C'était beaucoup. Et tu te rappelles, Mathieu, c'est justement avec cet effet-là que Sing de Night Shyamalan. Night Shyamalan, oui. Oui. Il s'était fait ramasser quand le film Sing était sorti parce que justement, tout le long, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas les extraterrestres. Et à un moment donné, tu réalises que ça fait 50 minutes que tu regardes un film, que tu es tout trempe dans le nuque, que t'as chienne. Puis quand ils nous l'ont montré, il était mal fait à l'ordi, puis c'est venu tout chier le film, je trouve. Tu te rappelles-tu, là, il était dans il y a la fameuse scène de la fête d'enfants où on le voit la première fois. Parfait, on l'a mal vu, on a un freeze frame, on a peur, man. Et à la toute fin, ils ont décidé que Joaquin Phoenix allait être face à face avec lui. Bête. Et là, je l'ai réécouté l'été passé, puis j'ai fait asti que ça vient tout gâcher le film. Un bon film d'horreur, il faut que tu vois le moins possible. Laisse la personne avoir peur par elle-même. Se l'imaginer. C'est comme une date Tinder. Tu parles avec quelqu'un pendant une semaine, puis tu t'imagines qu'il dit ça sur ce ton-là, puis sur cette expression-là, puis son visage, il y a ça. Puis là, quand tu le vois dans la vraie vie... il zozote. J'ai rien contre les gens qui zozotent. Donc, c'est ça. Donc, en 1960, Psycho sort. Puis il faut se rappeler que, mais tu sais, des films d'horreur, il y en a eu depuis le début du cinéma. C'est un des premiers genres qui est exploité. Mais depuis le début du cinéma jusqu'aux années 40, ça se passe majoritairement dans des contextes gothiques, tu sais, dans des châteaux d'Europe avec des vampires, des momies, des fantômes. Nosferatu, 1927. Je pense que Frankenstein en 1910 ou quelque chose comme ça. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, après Hiroshima, après les balbutiements de l'exploration spatiale, le début de la guerre froide, le cinéma d'horreur devient comme plus axé vers la science-fiction, vers les monstres, puis les mutants, puis tout ça. Mais Alfred Hitchcock, avec Psycho, le ramène chez nous, si on veut. T'sais, il va faire le pont entre le gothique et le contemporain, si on veut. Parce que dans Psycho, tu as la vieille maison, qui est la maison Bates, qui est là sur la colline, là, qui surplombe. Là, c'est la vieille maison gothique qui est là. Mais tu as une figure très moderne, la figure du motel. Le motel, qui est comme un symbole là, de l'Amérique post-Deuxième Guerre mondiale, à même titre que les fast-foods de bord de route, les ciné-parcs, puis les banlieues. Fait c'est comme, ça vient faire le pont entre tout ça. C'est pour ça, je pense que c'est un film super important, puis il a ouvert la voie aussi au slasher. Et excellente analyse, Matt, parce que je serais curieux de voir de 44-45. Après la vague de fameux films patriotiques de guerre que les Américains faisaient juste plus arrêter de faire, là, tous les films de guerre qui sont sortis dans cette époque-là, dès que ça a terminé, on avait besoin d'ennemis en cinéma et tout ce qu'on affrontait, c'était des astis de grosses araignées, des bébites qui descendaient. Je serais curieux de voir de 1946 à aller jusqu'à 1960, quand c'est sorti, ce 14 ans-là, s'il y a eu d'autres films où un humain attaquait un autre humain. Ben, non, il n'y en a pas tant. On n'en voyait plus. On n'en voyait pas de Frankenstein, puis de Nosferatu, puis de vampires qui mordaient dans le cou. Puis même encore, un vampire, ça reste
Les Frankenstein et Dracula ont continué quand même dans les années 50, mais c'était devenu là, comme la suite de la suite de la suite. Là. Ouais. Même que dans les années 50, tu avais eu Abbott et Costello contre Frankenstein. Et Abbott et Costello, c'était un populaire duo de comédie de l'époque. Donc, ils ont ramené les mêmes acteurs là, que dans les années 30 pour Dracula, Frankenstein et tout ça, mais ils les ont fait comme rencontrer ces deux gars-là. Tu sais, c'est comme si tu avais Will Ferrell et Jim Carrey dans un film d'horreur. Tu sais. Ouais. Donc, c'était devenu un peu comme ridicule. Puis de l'autre côté, justement, c'est ça, tu avais les grosses fourmis, les grosses araignées, Godzilla au Japon. Puis, donc, c'était toujours des ovnis qui débarquaient. Puis et tu as aussi cette phase-là du cinéma d'horreur qui est devenue ridicule. Non pas par... comme là, toi, tu parlais d'Abbott et Costello puis Frankenstein, j'étais même pas au courant. Moi, dans j'ai une collection de vieux films des années 40-50 chez nous et j'ai un Frankenstein in the Swamp. Ça te dit quelque chose, Mathieu? Écoute, ça, là, il y en a eu tellement des affaires comme ça. Faudrait que tu checkes, est-ce que ça date des années 50, des années 60? Parce qu'il y a années 50. Il y a des gars de série B qui, eux, faisaient ce genre de trucs-là. Puis ça marchait dans les drive-in. C'était du cinéma d'exploitation. Mais c'était pas marquant. Là. Ils faisaient ça comme tu fais du steak haché là, à la chaîne. Parce que je me l'ai clenché cet été, bien tranquille, en pensant que c'était le Frankenstein original, parce que je trouvais que quand je l'ai acheté, c'était Frankenstein en gros, sa face, puis en tout petit, in the swamp. Puis je le savais pas. Fait que là, je disais, hey, on va se clencher un vieux film d'horreur. Je mets ça, puis c'est Frankenstein qui vit sous l'eau, puis il sort de l'eau. T'as déjà vu cette image-là? Hein? Il sort de l'eau, puis il y a plein d'algues après lui. J'ai pas vu ça. Une balle faite, puis tu fais, calisse, les années 50 ont comme scrappé le style horreur en le ridiculisant. Il y avait beaucoup de censure puis de puritanisme là, aussi dans les années 50. C'était pas une décennie super facile pour être productif, non. Mais j'apprends aujourd'hui que Psycho a été le pont. Tout ça pour dire que je trouvais ça brillant comme analyse, Mathieu. J'aime assez ça, moi, faire mon oral avec le nerd de la classe. Là. Il t'en donne de la petite beau contenu. Le rôle est contesté là, parce qu'il y en a qui disent que c'est Psycho, il y en a qui disent que c'est Peeping Tom, un autre film un peu dans le même genre où un voyeur regarde par les trous de serrure avant de tuer Oui. C'est comme... Il y a comme une bataille entre les deux, mais moi, je pense que c'est Psycho. Mathieu, c'est-tu dans ce... Peeping Tom? Peeping Tom. C'est pas dans ce film-là que, justement, dans les cadres, les yeux des personnages, le pervers les découpe, puis il observe les femmes dans les chambres d'hôtel par les... Norman Bates fait ça. Ouais, c'est ça. Norman Bates fait ça. OK, Il fait de la taxidermie, puis il regarde, il espionne la fille par le trou de la chambre de son hôtel. Bon. Est-ce qu'on passe au deuxième film? Ben certainement, en deuxième film, c'est Rosemary's Baby ou Le bébé de Rosemary. Film d'horreur fantastique, dramatique, réalisé par Roman Polanski en 68. Synopsis, Mathieu. Donc, une jeune femme... Ah, on met la musique. L'ambiance est mise. Cette chanson-là, Ouais. C'est bon, man. Ça me donne des frissons. Là. Ah oui, moi aussi, complètement. C'est ce qui a soudé Mathieu et moi dans notre amitié. Mathieu m'a donné... oui. Mathieu, ça faisait même pas un an qu'on se parlait. Et m'a offert... c'était pas celui-là. Moi, le cover était encore plus... Le cover, il est incroyable. Le cover, pour moi, c'était pas... Mathieu, à mes 18 ans, à Noël, m'a offert un cadeau. C'était la première fois qu'un ami m'offrait un cadeau, puis je trouvais ça donc cool. Et on marchait sur la rue Iberville à Repentigny. Et Mathieu a fait « Hey Ben, j'ai un cadeau de Noël pour toi. » Puis j'ai fait « Un cadeau de Noël pour moi? Voyons donc. » Puis il a dit « Il faut absolument que tu lises ce livre-là. » Puis il m'avait donné Rosemary's Baby. Et c'était juste... Elle ressemblait beaucoup à The Exorcist, la pochette. C'était comme toute de la brume verte avec elle qui tient la poussette. OK, on va raconter le synopsis. Là. Ouais. Vas-y. Donc, une jeune femme au foyer et son mari acteur s'installent dans un édifice au passé obscur. Lorsque celle-ci tombe enceinte, petit à petit, elle est isolée et vient à soupçonner qu'une conspiration de nature occulte la vise, elle et son enfant. J'ai-tu bien fait ça? Oui. Très bien fait ça. Très bien fait ça.
Qu'est-ce que tu as Mon pensé de ça? préféré. Ah, C'était vraiment ouais, mon hein? préféré de la série parce que c'était vraiment joli. Et puis parce qu'on n'a pas vraiment peur pendant ce film-là. On est plutôt angoissé, je pense. Tu sais, c'est ça. La mise en scène, c'est vraiment joli. L'atmosphère est vraiment oppressante. Les cadrages, tout est vraiment joli. Là. Il y a des décors un peu en style labyrinthe. La musique, c'est vraiment présent aussi. Ça habite beaucoup. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux aussi, c'est à quel point le home staging de ce film-là est actuel. On traite tellement sur le vintage là, que quand la fille, il déménage dans un appartement, donc elle, sa job de femme, c'est de décorer cet appartement-là. Et elle le fait à merveille. C'est tellement beau. J'avais vraiment le goût d'habiter là. Même chose pour le fashion, hein? Les vêtements, là, oui. Tout est actuel, tout est à la mode. Même les coupes de cheveux. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment cool. Je capotais sur leur nouvel appart. Et puis, je reviens à la mise en scène. Là, c'est vraiment joli, c'est filmé un peu. Des fois, c'est quand il y a beaucoup d'émotions, c'est filmé un peu style Musique Plus, là, caméra au point. Oui, à l'épaule. Oui. Caméra à l'épaule, ça bouge un peu. Je trouve ça bien le fun. Puis je lisais sur le web que derrière les failles de ce couple parfait, on retrouve toute l'inquiétude de la fin des années 60 face à la perte des repères moraux. Fait que là, on est dans le mouvement de contestation noire. Les étudiants embarquent beaucoup là-dedans. Les hippies prennent vraiment la place. Fait qu'on sent vraiment cette tension-là dans le film. Surtout et puis même chose, je n'ai pas constaté ça par moi-même, je lisais qu'à la fin du film, Rosemary lit le Time et sur le dessus, on lit « Is God dead? » Oui. Hein? J'avais même pas remarqué. C'est vraiment d'une époque. Et puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Matt, tu m'avais demandé de regarder ça peut-être d'un point de vue féminisme 2020 aussi. Oui. Ben là, c'est parce qu'on suit un personnage féminin. C'est elle, le personnage principal. Ça, c'est cool. Sauf qu'elle est vraiment prise dans son espèce de carcan de société. Là. C'est vraiment une époque qui est misogyne. Rosemary, sa job, c'est de tomber enceinte parce que c'est la femme de son mari, puis c'est ça sa job. Il faut qu'elle fasse un bébé. Il faut qu'elle décore l'appartement. Qui est un acteur un peu raté. Là. Ben, pas raté, mais c'est ça. Il est un peu wannabe en plus. Ouais, là. Il n'est pas si hot. Là. Il est plus influenceur qu'acteur, dans le fond. Faut qu'elle apporte sa bière, faut qu'elle apporte sa sandwich, faut qu'elle ait vraiment comme pris là-dedans. Puis, ça n'a pas de raison d'être à part tomber enceinte de son mari. Et puis, ce bébé-là, là, ben, il est fait sans consentement. C'est horrible, là, sérieux, c'est vraiment le fruit d'un viol et l'objet d'un marchandage, ce bébé-là. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est un petit peu c'est choquant, mais très capable aussi de mettre dans la position de l'époque, là, de regarder, tu sais, je n'étais pas fâchée de voir une femme être obligée de faire un sandwich à son mari pour qu'il soit heureux quand il rentre à la maison. Là. C'est ça, c'était l'époque. Par contre, là, le viol, tu sais, c'est vraiment c'est bien fait là, parce qu'elle sent qu'elle est dans un cauchemar qui tourne mal. Elle n'est pas comme consciente de ce qui se passe. C'est vraiment à son réveil, elle n'a pas de vêtements et elle est vraiment beaucoup graffinée. Son corps a beaucoup de graphing. Et puis elle est un peu comme « what the fuck ». Puis son mari dit « ben tu m'as demandé de te faire un bébé, je l'ai fait ». C'est la fameuse époque du « sois belle et tais-toi ». Écarte-toi. Et ça, tu vois, c'était la seule critique. Et là, je déteste quand le monde font ça. De dire que c'était meilleur dans le livre que dans le film. Mais cette scène-là, dans le livre, est épique. Elle dure à peu près 20 pages. Puis c'est les fameux yeux rouges. Tu te rappelles de ça, Mathieu? Oui. C'est quelque chose? Oui. Puis elle l'a souvent en flashback, les yeux rouges. Dans le film, elle a aussi des flashbacks de ce moment-là, là, parce qu'elle a l'impression que c'est un cauchemar. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça le film. C'est pas un film d'horreur, c'est une grossesse cauchemardesque. Oui, c'est vraiment ça, le film. Puis, on les haït dessus, ses voisins. Hein? Asti, hein?
c'est épouvantable. Puis, tu sais, c'est ça. Oui. Dans le fond, pourquoi le viol a eu lieu? C'est parce qu'elle a bu une mixture chez les voisins parce qu'ils étaient invités. Ils viennent de déménager dans l'appartement, comme on dit. Ils se sont fait inviter par les voisins. Ils veulent être polis. Ils sont un peu plus âgés. Ils ont l'air isolés. Ils viennent de perdre une grande amie. Ils sont en deuil. Et puis, ils se sentent un peu obligés de leur faire plaisir. Ils disent, on va y aller souper, là, ça va être fait. Puis, elle va boire une mixture qui va la rendre complètement paf. On dirait qu'elle tombe saoule, mais c'est pas de l'alcool. Et puis, c'est ça qui fait qu'elle va vivre cette cérémonie, en fait. Exact, parce que le punch de la fin, c'est que tout ça, c'est un complot entre son mari et les nouveaux voisins qui font une espèce de pacte, lui, en échange de l'enfanté de l'antéchrist, en fait, veut avoir une carrière qui marche. Tu sais? C'est ça, en fait. Donc, en mettant au monde le diable, que sa femme va faire grandir en elle, lui, il va pouvoir connaître le succès et la gloire. Rien de moins. Hey. Fait qu'elle met Satan au monde. Exact. Donc, c'est un film qui est comme vraiment, vraiment beaucoup de son époque. Tu sais, le livre est en 67. C'est comme, on est, comme tu disais, là, une période de remise en question de tout. 1966, un an avant, c'est la fondation de l'Église de Satan d'Anton LaVey. Fait qu'il y a comme une espèce de juste 10 ans auparavant, il n'y aurait pas pu avoir une Église de Satan. Donc, c'est vraiment quelque chose de... On est dans cette période-là où spirituellement, les gens se cherchent. L'Église de Satan, il y avait Sammy Davis Jr. qui était là-dedans, il y avait Liberace, il y avait Jane Mansfield qui était là-dedans. Même qu'à l'époque, il y avait une légende qui disait que c'était Anton LaVey qui incarnait le diable dans la scène du cauchemar du viol. Mais c'est pas vrai. Finalement, j'ai fait des recherches et c'est pas vrai, mais c'est une légende qui circule encore au sujet de ce film-là. Donc, c'est ça, Rosemary's Baby continue un peu la tradition amorcée par Psycho, qui est de sortir l'horreur des châteaux pour l'amener dans des contextes familiers comme le bloc appartement. Puis ça a été tourné dans un édifice qui, par la suite, a été tristement célèbre. C'est devant cet édifice-là que John Lennon s'est fait tirer. Mais c'est là qu'il habitait, oui. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Donc, on sert de l'essor de la fascination face à l'occulte, le nouvel âge. Il y a la régression de l'influence de l'Église chez les jeunes aussi. Puis, à cette époque-là, ça devient comme un terreau super fertile à la naissance d'un sous-genre qui est l'horreur satanique. Donc, tu en as eu les plus connus, c'est L'Exorciste en 73 puis The Omen en 76. J'ai tout aimé. T'as tout aimé? Oui. C'est ton préf? Mon préf. Parfait. C'est pas mal le meilleur de la gang, je trouve aussi. The Exorcist, c'est vraiment bon, mais je pense que celui qui m'a fait le plus triper, c'est vraiment celui-là. Dans les 5 que tu lui as donnés. Ah, mais L'Exorciste, il n'est pas dans les 5. Il n'est pas dans le top. Ah, tu l'avais enlevé finalement? Il a fallu qu'on fasse une sélection, sinon... oh shit! Ouais. Il a fallu qu'on l'enlève. Laisse-toi surprendre. Donc, on peut passer au 3e, moi, je pense. Numéro 3, The Night of the Living Dead. Ah oui. 1970, George Romero. They're coming to get you, Barbara. Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Donc, alors que dans tout le pays, les morts semblent revenir à la vie, une bande de survivants ayant trouvé refuge dans une maison de campagne tente de survivre en attendant les secours. Suzy, qu'est-ce que tu as pensé de Night of the Living Dead? Là, quand je l'ai écouté, comme je disais, j'avais mis une story sur Instagram, puis là, Joe m'a texté genre « Ah, t'es vraiment chanceuse, j'aimerais tellement ça le revoir pour la première fois. » Et puis, honnêtement, j'étais un petit peu comme « OK. » Puis là, tu sais, je me disais « OK, je dois me mettre dedans, tu sais, pour continuer, puis genre lire ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. »
Puis peut-être là, que je suis juste pas une personne qui apprécie de voir des morts vivants manger la chair fraîche humaine. Là. Peut-être que c'est juste ça qui me bug. Mais c'est ça, quand j'écoutais le film, on dirait que j'étais un peu comme « OK. » Puis il faut dire que j'ai commencé par lui. Fait que là, on dirait que j'avais tellement peur d'avoir peur. Ah, comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je vais tellement avoir peur. » Puis j'avais pas si peur, dans le fond. Parce que des morts vivants, c'est nono, c'est lent. C'est juste qu'ils sont vraiment comme fidèles à la tâche. Là, ils veulent manger l'humain, mais c'est un peu nono, puis c'est un peu lent, puis c'est moins épeurant que je pensais, je pense. Après ça, tu sais, quand j'ai eu écouté le film et que je lisais, je comprends que c'est très important de le remettre dans son contexte. Puis qu'à ce moment-là, Colin, c'est gros. Je pense que sa sortie a vraiment marqué. Les gens avaient réellement peur de ça. Je comprends aussi que un des personnages principaux ou le personnage principal est noir, alors que pour l'époque, c'est énorme. Là. On est en 68. Justement, il y a des gens qui sont enfermés chez lui. Là, dans le fond, il y a 7 personnes qui se barricadent là pour essayer de survivre. Puis il y a des gens qui ne font pas confiance à cause de ça. C'est vrai que c'est loin d'être anodin de choisir un personnage principal de couleur pour l'époque. Mais c'est ça, les morts vivants, ça me faisait pas vraiment peur, mais je comprenais le sentiment d'oppression. Puis la fin aussi, c'est très, très bon. Dans le fond, c'est ça, on se dit... est-ce que c'est les zombies ou c'est l'homme qui est le plus méchant, qui est le plus sanguinaire, qui est le plus cruel? C'est à méditer. Puis au début du film, quand la caméra est un peu agitée, c'est un peu comme saccadé. Chambranlant. Ouais, j'étais un peu comme, voyons, ajuste-toi! J'étais là, voyons, c'est bien tannant, ça. C'est un peu amateur, là. Les moyens de production sont un peu amateurs, ça, oui, absolument. Absolument. Ouais, fait que voilà, c'est un peu garoché, mais ce sont mes impressions du film. Mais en relisant, finalement, je comprenais que remis dans son contexte, je comprends pourquoi il a été important, pourquoi il a été aussi marquant. Mais Colin, je n'étais pas sur le bout de ma chaise en l'écoutant. J'étais vraiment comme voyons, ça finit comment ça? Mais Night of the Living Dead, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, les monstres qui veulent nous tuer, c'est les cadavres réanimés de nos voisins, de notre famille, de nos enfants. Puis c'est ce qui, à mon avis, crée une image forte qui illustre la division qu'il y avait dans la société en 1968. Puis même encore aujourd'hui, on peut la voir, ça, par exemple, la campagne électorale de 2020. Comme on disait plus tôt, la fin des années 60, c'est une période de grosse remise en question. Les Blancs contre les Noirs, les jeunes contre les vieux, le capitalisme contre le communisme, les États-Unis. C'est une poudrière, comme les États-Unis de l'élection de 2020. mais la poudrière dans Night of the Living Dead est illustrée par la maison où les gens se réfugient. Ces gens-là sont un peu comme un échantillon de société où tous les spécimens sont présents. Tu as le héros qui est joué par un noir, qui est très peu commun à l'époque. Tu as une jeune femme un peu moderne, bon, elle est un peu nunuche. Elle est vraiment conne! Ça me gossait. J'étais là. Parfait, ça. Pourquoi qu'elle est aussi nouille? Pourquoi qu'elle est là? En tout cas. Mais c'est une jeune citadine. Ils ont essayé. Tu as le couple de fermiers qui sont au sous-sol. Tu as le trou de cul blanc là, qui est sûrement gérant d'un magasin de used car avec sa femme et son enfant. Puis tous ces gens-là réunis en temps de crise, qu'est-ce qui arrive? Ça chie. Ça chie. Puis le concept du microcosme qui essaie de survivre à la menace du zombie, depuis 1968, c'est un incontournable. C'est dans tout. De Walking Dead à Zombieland, c'est dans tous les films de zombies. Nice. Donc, avec ce qui se passe en 2020, que ce soit la pandémie, la politique, Black Lives Matter, moi, je pense que Night of the Living Dead montre à quel point c'est un concept fort, même si le film est un peu cheap.
mais ça reste quand même intemporel. Tu sais. Tu pourrais le refaire, ça. Moi, j'avais déjà entendu, je travaillais avec Janelle Furoy, un caméraman qui est un maniaque de tout ce qui est film de zombies, puis il m'avait déjà dit c'était un des premiers films où on s'entretuait entre voisins et la religion catholique, où on disait tu t'en vas au paradis, était en tabarnak. Absolument, c'est vrai. L'Église n'aimait pas ça qu'on ressuscite des morts dans un cimetière catholique et Absolument. que là, des gens les massacrent. Parce qu'on s'était fait pendant des années dire, c'est là aussi où c'est important de remettre dans son époque que la religion chrétienne est extrêmement puissante. Ben oui. Et là, on fait hey, tu me dis que je m'en vais au paradis. Non, regarde, on peut devenir des monstres, puis il faut que je le batte en y défonçant le crâne. Ça, pour l'époque, moi, je trouve ça grandiose. Puis c'est Janelle, une année, quand on travaillait sur un souper presque parfait, j'avais un T-shirt de Night of the Living Dead. Il disait, moi, j'avais adoré. À l'époque, ça avait envoyé chier l'Église catholique. Puis j'étais comme, j'avais jamais fait. fait Un souper presque parfait. J'étais comme technicien. Comme technicien derrière la caméra, bien entendu. On en apprend toujours. J'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup d'affaires, ma petite dame. J'ai déjà monté des abris tempo en pleine tempête. Le tien chez vous qui est immense. Vous voyez, moi, j'ai chialé contre OD tantôt, mais jamais je ne pourrais me passer d'un souper presque parfait. Je ne pourrais jamais. Ma mère l'écoute et me le raconte. C'est comme, elle est comme, non, mais, puis, tu sais, pour elle, c'est tellement moderne, un homme qui cuisine. Elle n'a jamais côtoyé ça de sa vie. Là. Puis elle est comme, il y a des hommes, là, ils font de la cuisine. C'est aussi bon que les femmes, là. C'est vraiment, là, incroyable. Puis là, elle va me... Il a fait du steak. Un steak de femme, mais c'est un homme. Puis là, elle va me résumer, tu sais, elle va me dire la recette, là, en étant extrêmement précise. C'est touchant, c'est beau. C'est divertissant, c'est vraiment divertissant. Elle n'aime pas ça quand ils sont sous, par exemple. Elle dit, ils gâchent tout, ils sont à la TV, puis ils n'ont pas l'air vraiment brillants. Oh là là. Ça, t'avais vu en retenue fumer un bat? Hey, tchout, des fois, elle écoute les versions YouTube. Tchout, tchout. Vous écoutez la version Jacqueline, on vous le répète. Oui. Fait que moi, c'est pour ça que Night of the Living Dead, quand je l'ai réécouté, dans ma trentaine avancée versus la fois que je l'avais vu à 20 ans, 19 ans, quand Matt me l'avait prêté, alors que les DVD, ça venait d'arriver. Je l'écoutais dans ma chambre avec une demoiselle et elle trouvait ça extrêmement plate et moi, je capotais, je trouvais ça donc bon et j'aimais le côté cheap du film. Je trouve que ça rajoute... mettons, ça, tu vois... Mais tu vois, moi, peut-être que c'est mon côté gars qui a toujours voulu faire du cinéma, qui faisait des films avec Mathieu, avec une vieille caméra. Ouais. Ces gars-là réussissent à faire ça. C'est comme quand j'ai réécouté Clerks l'année passée. Oui. J'ai fait, c'était pas si bon que ça, finalement. Mais ce qui me faisait triper, c'était de voir des dudes s'arranger pour faire un film. Mais moi, c'était gros à l'époque. Kevin Smith qui a fait Clerks, puis Romero qui a fait Night of the Living Dead, c'est deux gars qui ne sont jamais devenus de très grands réalisateurs. Mais par contre, c'est des gars qui ont toujours eu quelque chose à dire. Romero, qui est mort il y a quelques années, tous ses films ont un message. Tous ses films posent un regard sur la société. Il a fait... pas juste des zombies qui mangent des humains pour le plaisir. Un film de zombies par décennie, sauf la décennie 90, je crois. Donc, il y a eu Night of the Living Dead dans les années 60. Il y a eu Dawn of the Dead dans les années 70 qui se passe dans un centre commercial. Dawn of the Dead, c'est celui avec le masque à gaz là, à la fin, la petite fille. Non, ça, je pense que tu mélanges avec The Crazies. OK, excuse-moi. Dawn of the Dead, c'est des SWAT puis un team de nouvelles. On est à peu près dans la continuité. Là, le film pourrait se passer le lendemain de Night of the Living Dead, OK? Mais ailleurs. Donc, c'est un poste de nouvelles. On sent que là, on perd le contrôle. Les zombies sont en train de prendre le dessus. Ils sentent qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vois que le staff de nouvelles commence à déserter. Ils se poussent avec un hélicoptère puis 2 SWAT. Puis ils s'en vont se trouver une cachette qui est un centre commercial. Et ils se cachent là. C'est en quelle année, ça? 78. Mathieu, il connaît toutes! Mathieu, il connaît toutes! Mais là, je ne l'ai pas vu, ça. Bien là, attends, je vais te le passer. Là. Ça, c'est mon préf là, de tous les temps. Les films de zombies, c'est Dawn of the Dead, moi, mon préf. Là, quand tu dis « je vais te le passer », là, on parle de quelle plateforme?
Ben là, je vais te l'envoyer par la poste, au pire. Hein. En Mais DVD. c'est un DVD? Oui, moi, je l'ai acheté. J'ai un coffret avec toutes les versions de Dawn of the Dead, parce qu'il y a eu plusieurs montages. Il y a le montage européen, il y a le montage américain, puis il y a des différences, puis tout ça. Fait que je pourrais te l'envoyer. Et puis, donc, c'est ça. Le deuxième, Dawn of the Dead, il pose un regard sur le consumérisme. Est-ce que ça se dit, ça? Ou c'est un terme anglais que... La surconsommation? Oui, la surconsommation. T'en as eu un dans les années 80 qui était Day of the Dead. Où là, Day of the Dead, oui. Qui se passe dans un complexe militaire souterrain où là, les scientifiques commencent à essayer de faire des expériences avec les zombies. T'sais. Fait que c'est comme à l'époque de Reagan, on remet en question le militarisme. T'sais. Il n'y en a pas eu dans les années 90, mais post-11 septembre, dans les années 2000, il y a eu Land of the Dead où là, les gens essayaient de vivre dans des espèces de tours à condos protégés en faisant comme si ça n'existait pas autour, qui était quand même cool, mais pas aussi bon que les autres. Donc, c'est ça. Romero, c'est ça. Jamais devenu un grand réalisateur, mais toujours eu quelque chose à dire. Nice! Donc, on peut y aller avec notre quatrième, moi, je pense. Quatrième, Massacre à la tronçonneuse, film de 1974. Extrait. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. What? Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. C'était quoi cette voix? J'adore! Le monsieur français qui ont pogné. Moi, je trouve qu'il ressemble à le gars qui faisait la voix de Lucky Luke. Oui. C'est vrai. Il disait une histoire vraie. Tu m'as demandé pourquoi? Ouais, c'est vrai ça. Semi, là, c'est basé sur un tueur en série qui s'appelait Ed Gein dans les années 50 qui se faisait des masques de peau. Des masques de peau. Il déterrait des cadavres dans les cimetières. Il se faisait des masques de peau avec ça. Et il a tué une femme à un moment donné. Puis quand ils l'ont retrouvée, ben, elle était accrochée comme un cerf qu'on essaie de... de vider. Ben oui, après la chasse. Et la donc, puis le gars était un peu comme... C'était un peu le pas vite du village, tu sais. Donc, ça inspirait ça. Mais cette histoire-là n'a pas juste inspiré ça. C'est Ed Gein qui a inspiré Norman Bates dans Psycho. C'est Ed Gein qui a inspiré Leatherface dans Texas Chainsaw. Mm-hmm. C'est aussi lui qui a inspiré Buffalo Bill dans Silence des agneaux. Donc, ces trois films-là prennent naissance là-dedans. Donc, dans le Texas rural, suite à une série de pillages de tombes dans un cimetière, une bande de jeunes en caravane tombe à la merci d'une famille de cannibales consanguins. Suzy, qu'est-ce que tu as pensé de ça? T'as pas aimé ça? Ah, j'ai pas full aimé ça, là. Mais pas aimé ça dans le sens que... Dans le sens, est-ce que c'est mauvais ou dans le sens de... Ça a fait tellement la job que ça a fait tellement la job. Okay. Tout est lumière allumée. J'étais dans la cuisine. C'est une ambiance à glacer le sang. Mm-hmm. Le début du film est malaisant, tout comme la fin. Le début du film, t'as le frère un peu nono, là, handicapé, qui sort de la vanne pour aller faire pipi dans un pot. Déjà, là, ça, c'est la première scène, j'étais mal. J'étais là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est bien bizarre. Ah, j'aime pas ça. Ah, pourquoi qu'il est là? Ah, déjà, lui, me rendait mal à l'aise. T'imagines-tu, à la fin, quand la fille crie pendant 20 minutes? Oui. C'est ça. Moi, j'étais déjà malaisée au gars qui faisait pipi dans le pot. C'est vraiment effrayant. Tu demandais tantôt si c'était vrai. Massacre à la tronçonneuse est un des premiers films à avoir dit tiré d'une histoire vraie. Et ensuite, tous les films d'horreur se sont mis à dire tiré d'une histoire vraie parce qu'ils trouvaient un fait qu'ils pouvaient associer, mettons, puis ils disaient que c'était une histoire vraie. Et ce qui te rend inconfortable de ça, un des premiers films à avoir utilisé cette technique-là, c'est Fantasme. C'était des plans de caméra qui tournaient doucement ou qui revenaient doucement. C'était ce qu'on appelle des plans obliques. Et les plans obliques, c'est comme si, lorsqu'on tourne la caméra de côté un peu, puis que là, on la bouge à peine comme ça,
pour te montrer un plan, ça devient instable et c'est l'équivalent de perdre l'équilibre pour toi dans ton inconscient. Donc, c'est pour ça que souvent, avant une grosse scène dans un film d'horreur, tu vas avoir un plan d'une couple de secondes où la caméra va juste tourner un peu sur un côté comme ça ou sur l'autre côté. Fait que ton cerveau, il est déjà pas bien, là. Et là, tu es inconfortable et tu ne sais pas pourquoi. Et là, aujourd'hui, ils poussent ça plus loin. Ils vont faire des 360 à la caméra pour être sûr que tu es comme déstabilisé. Et ils vont utiliser des sons super irritants, un peu comme l'équivalent du... J'en ai parlé la semaine passée, du sifflet de chien que tu n'entends pas. Mais ils vont aller chercher des ondes. Exemple, pas des ondes, des vibrations. Exemple, le film Irréversible. Oui. Les 20 premières minutes du film, il y a une fréquence que tu n'entends à peine, mais c'est une vibration qui fait que tu ne te sens pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Et c'était voulu de la part du réalisateur. Mais Massacre à la tronçonneuse, l'année passée, je me suis full gros intéressé à ce film-là. À savoir pourquoi est-ce que le monde tripait? Parce que moi, je tripais sur le brand. Tu sais, je l'avais trouvé ça bon, le film. Il m'avait rendu inconfortable. Puis, je m'étais acheté 2-3 T-shirts de Massacre à la tronçonneuse parce que j'aimais le brand. Puis là, je me suis mis à lire sur le film et c'est là que j'ai vu les trucs de technique de caméra de rendre instables les gens. C'était une des premières fois que c'était utilisé. On se rendait compte qu'on avait l'équivalent d'une perte d'équilibre. C'est ce qui fait que tu t'es senti pas bien. Puis tu parles de son. Oh, ça a bien du bon sens. Tu parles de son, puis je lisais que c'est vraiment des vrais chainsaws qu'ils ont utilisés durant le film. C'est des bruits de chainsaw là, avec du gros gaz là, qui vraiment... Ça m'a vraiment... Oui, puis souvent, dans ce temps-là, c'était de la vraie viande, des vrais os, Fait que ça devait sentir... Tu sais, le film se passe en plein jour, là, donc en pleine soleil. Canicule. Ouais. Ça devait... Tu sais, t'es pas là, puis t'as l'impression de sentir ce que ça sent dans la maison de la famille Sawyer. Complètement. Puis c'est ça. Puis ce qui est épeurant, c'est vraiment qu'on ressent la détresse des personnages. C'est vraiment ça qui est épeurant. Pas tant les gestes qui sont posés, c'est vraiment que les personnages ont tellement peur que ça, on le ressent à 100%. Là, on comprend ce qui s'en vient. T'sais, moi, déjà, quand ils ont embarqué le gars qui faisait du pouce, j'étais déjà comme... C'est ça, là. J'étais déjà malaisée par le gars handicapé. Après ça, il embarque le gars sur le pouce qui est un peu cray-cray, qui se coupe, qui saigne. Ouais. J'aimais pas trop ça. Après ça, j'analysais un peu la gang. Ils sont vraiment chill, ils sont en vacances. Ils ont l'air... Les filles ont les pieds sur le dash de la vanne. Ils ont l'air d'être sur le bord de fumer des battes et d'ouvrir des bières parce qu'ils sont en vacances. Ça le file, ça, ce petit feeling-là. Puis là, ils sont troublés. Ils sont comme « Ah! T'es pas fin, toi. Tu brises notre monde, là, va-t'en. » Puis, parenthèse, les filles dans ce film-là sont belles. Je sais pas si sont belles, mais sont pas engagées. Oui, sont belles. Sont-ils engagées pour autre chose que d'être belles? On voit tellement leurs seins, là. C'est tellement juste ça qui est mis de l'avant, là. T'sais, les gars sont pas beaux dans le film. Il y a non, pas ils sont pas beaux, les gars, là. Mais les filles sont engagées pour être là. Pas de brassière. Let's go. Ça me choquait. Je n'étais pas contente. Mais on ne voit pas tellement de nudité en tant que tel. On voit du braless, mais je pense que en 1973, je pense que c'était pas mal le pic du braless. Sûrement. Ben oui. C'était... C'est comme 2021 post-confinement. Exact. Moi, ce que j'aime du film, c'est que, tu sais, ça se passe en plein jour, on l'a dit, mais je trouve que c'est un peu du cinéma punk rock. Tu sais, tu vois que ça n'a pas le cachet ni le backing d'un studio AAA, là, tu sais, comme Psycho, mais tout ce que le film n'a pas en termes de budget est compensé par le rythme puis une imagerie fucking troublante. Là. Troublant. Hey, la pièce là, remplie de mobilier en os, plumes puis d'affaires. Puis qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Quand il débarque là, hein? Aïe, aïe. Ouais, ça, c'est génial. Je regarde en ce moment des images du film et je me rappelle à quel point j'étais pas bien quand je le regardais. Moi, c'est un film que je regarde aux 2 ans. Là, c'est un must. Là. J'aime ce film. J'ai même la blues en ce moment. Ouais, t'es cœur. J'ai remarqué, c'est vraiment beau. Officielle. C'est vraiment une belle chemise que tu portes. J'ai acheté la blouse et la jetée de sofa en même temps. Mais on s'entend le brand de ce film-là. Oui. Et Halloween sont les 2 meilleurs brands dans la merch.
Oui, mais je pense pas que ça a été quelque chose d'immédiat. Tu sais, c'est devenu avec le temps, mais... Ah oui, c'était pas calculé d'après moi. C'était pas à l'époque, calculé. tu pouvais pas. Là, tu sais, c'était comme... ce film-là a été banni dans je sais pas combien de pays. Au club vidéo... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, au club vidéo, c'était super difficile le louer. Ça, puis Cannibal Holocaust, là, c'était super difficile à louer. Et même qu'aujourd'hui, dans le monde des collectionneurs de VHS, parce que ça, c'est quelque chose qui se peut. Si tu trouves la version québécoise qui s'appelle Massacre à la scie, et non pas Massacre à la tronçonneuse, la version québécoise avec le doublage québécois qui est, ma foi, ridicule, mais tellement magique en même temps. Je trouve ça, c'est le Saint Graal du collectionneur de VHS. Massacre à la scie. Donc, c'est ça. Moi, dernier commentaire là, d'impression. Là. Tout le contexte était épeurant, là, mais la fille, la dernière fille, on ne vole pas de punch encore une fois, mais c'est ça qui arrive. Là. Sally, là, elle hurle sa vie. Là. Mm-hmm. Elle hurle sa vie pendant de longues minutes. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur dans le fond. Elle avait tellement peur qu'elle me le partageait. Ça veut dire que c'est bien fait, hein? T'imagines quand les plans de caméra sont bien faits puis que, pour que tu le vives comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cinéma qui fait peur. Un cinéma qui trouble, je trouve ça encore pire. Puis, vous m'avez souvent entendu le citer en exemple ici. Un des films qui m'a fait le plus peur, c'est celui avec le moins de sang ever. C'est le film Session numéro 9. Ce film-là m'a fucking troublé, Mathieu, à ne pas en dormir. Parce que, et ça, prends-le en note, Suzy. Parce que il n'y a pas de meurtre, de ci, de ça. Non, c'est juste que il n'y a pas d'image weird à la Massacre à la tronçonneuse non plus. Ça va pas, merci. Ça va pas on est quand même dans un asile désaffecté. Il y a c'est quand même... J'aime ça quand tu prends ta gorgée dans le micro. Désolé, j'ai réalisé que ça allait être trop chaud. Attends une minute. Hey, on est en novembre ou on n'est pas en novembre. Hein? Les petits breuvages sont les bienvenus. Le petit décat de fin de soirée. Vous voyez, là, on en parle, là, puis finalement, je pense que j'ai aimé ça plus que je pensais. Là. Parce que je reconnais... Maudit! Je pense que je reconnais, mais je vous le dis, là, au début, je l'ai commencé. Là, j'étais un peu mal à l'aise, j'étais un peu... J'aime pas ça, le pousseux, nanana. OK, les premiers qui y vont. OK, on découvre des affaires. Là, j'ai dit, ouais, je serais pas capable d'écouter ça dans le noir dans mon salon, ça n'arrivera pas. Apporter mon petit ordi, ouvert les lumières dans la cuisine. Là, j'étais comme, OK. Mon ami Julie Mathieu m'a FaceTimé, genre pendant... à peu près au milieu du film. Elle est comme, salut, super. J'étais comme, j'écoute Massacre à la tronçonneuse. Elle était comme, t'es dans ta cuisine. Ouais, je suis au courant. Elle était comme, je l'entends, t'as pas fait de pause? Non, vraiment pas. Tu vas le vivre avec moi, ben je veux pas être tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais me dire, là? Ouais, ça, OK. Rien d'autre à me dire? Faut raccrocher? Ah, zut! Mais ce feeling-là, Suzy, moi, j'essaie de le vendre à ma blonde depuis 8 ans. Et tranquillement, pas vite, j'ai réussi à l'avoir, mais il faut qu'elle soit dans le mood. Mais tu m'avais donné la bonne image. C'est un manège. Le manège. C'est un manège. Et là, on parle du manège aujourd'hui, puis tu fais, finalement, j'ai eu peur, la côte était raide, j'ai eu un peu mal à la tête quand je suis sorti du manège, mais crime, je pense que j'ai aimé ça. Mais c'est la même chose quand tu sors d'une montagne russe où tout le long, tu te cries parce que ça te fait mal dans le ventre à cause de la forgée. Tu sors du manège en faisant « cette affaire de... Wouh! On le refait? Yeah! » Puis quand tu le refais, il t'en donnera jamais le feeling. J'en reviens pas de le réaliser live avec vous. Mais tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est que des gens soient capables de produire cet effet-là chez nous. Tu sais, on est capable de produire l'effet d'un manège. Il faut être très, très bon réalisateur pour réussir ça. Tu sais, c'est pas... Pour moi, là, je trouve qu'on mène la vie dure souvent aux gars d'horreur. Ils sont un peu boudés dans le monde. Il n'y a pas de film d'horreur qui gagne d'Oscar, jamais. T'sais. OK. Jamais. Ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé non plus. Et c'est aussi impressionnant qu'un bon tour de magie, tant qu'à moi.
Et la preuve, je trouve que c'est Robin Aubert, avec Les Affamés, a réussi à faire un tabarnak de bons films. Ben oui. Et je te le recommande aussi. Je me rappelle pas si je l'ai vu. Avec Marc-André Grondin. Moi, j'ai été à 2-3 reprises vraiment déstabilisé par cet univers-là. Et pourtant, c'est des gens que je connais. Je fais de la moto avec Marc-André Grondin. Il y a des acteurs dans ce film-là à qui j'ai... Parle-moi-en pas! Il y a des gens là-dedans avec qui j'ai chillé et j'ai oublié que c'était eux. J'ai oublié que je les connaissais. Ça veut dire que Robin a réussi à m'amener là où il voulait. Puis que ce gars-là réfléchit qu'avec tel plan de caméra, telle musique. Non, mais les gars, j'aurais un oral à vous donner. J'aimerais ça que vous dressiez un top du genre avec les films québécois, les films d'ici, ceux qui vous ont donné le plus froid dans le dos. Oh, il n'y en a pas tant que ça, mais oui. Cool. Est-ce qu'on peut compter, mais est-ce que les films de Cronenberg des années 80, quand ils tournaient à Montréal, sont éligibles ou on rentre ça dans le... non, parce que non, elle veut des films québécois. C'est des acteurs québécois, là, ouais. OK, c'est bon. Hey boy, je pense que les 5 qu'on va sortir, ça va être les 5 seuls. C'est ça qui est dommage. Mais... au pire, c'est pas obligé d'être un top 5. S'il y en a 3 qui vous ont marqué pour vrai, allez-y avec 3, là. Ouais. OK. OK, on va parler du dernier. Non, attends, je n'avais pas fini avec... Excuse-moi, je suis désolée. Donc, c'est ça. Texas, l'horreur se passe en milieu rural. C'est une bande de jeunes de la ville. Ils ont la vie devant eux. Ils se font massacrer par des rednecks du sud profond. Mais pas juste des rednecks du sud profond. Des rednecks du sud profond qui ont perdu leur job après la fermeture de l'abattoir local. Et ça me fait penser à une autre bande de rednecks qui se sont fait voler leur job. Les gens de South Park, Colorado. On met un extrait, s'il vous plaît. On pourrait écouter ça pendant 5 minutes et ce serait incroyable. Donc, oui, moi, je pense que Leatherface et sa famille de retardés ont probablement voté pour Trump, ce qui fait que Texas Chainsaw est un film encore très pertinent en 2020. On blague, mais tout ça pour dire que c'est pas anodin qu'en 1973, un cinéaste ait décidé de prendre une famille de rednecks pour en faire des croque-mitaines. Encore une fois, la division américaine. Voilà, ça s'est pas construit du jour au lendemain. Donc, dernier film. Halloween 1, film de 1978. Allons-y pour l'extrait. Chef-d'œuvre. 15 years ago, I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes. I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7. What about the boogeyman? Ah! La nuit de l'Halloween 1963. Donc, c'est le... Oui, vas-y, je te laisse faire le... Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur et la poignarde sauvagement. C'est vraiment une très belle excuse pour voir les seins de sa sœur. Absolument. Après son geste, il se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. Et là, 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital, il retourne sur les lieux de son crime et il s'en prend alors aux adolescents de la ville. Première apparition de... Je dis première Jamie apparition. Lee Curtis. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est la première apparition, mais c'est une actrice qui joue encore énormément en ce moment. C'est cool de la voir aussi jeune. Et moi, c'était une surprise. Par après, a joué dans d'autres films semblables. Elle est devenue une Scream Queen, qu'on appelle, parce qu'elle a fait des rôles dans d'autres films d'horreur comme Prom Night, comme dans Terror Train. En tout cas, il y en a eu plein d'autres. C'était... tu savais, Matt, que j'ai su qu'elle a eu le fameux... Scream Queen, là, c'était un terme utilisé à l'époque pour les filles qui criaient dans les films d'horreur. Tu sais, même dans les années 40, 50, il y avait ça, la fille qui crie, puis le visage s'éclaire.
Et il n'y a pas long, je suis tombé sur justement une compilation des meilleurs cris de femmes dans les films d'horreur. Et elle était toujours numéro 1 avec la scène où elle est dans le garde-robe, puis il y a les cintres qui revolent partout. Oui. Oh yeah! Et elle crie à un moment donné de peur et ils disent que c'est le plus beau cri. Et supposément qu'il y aurait plein de gens qui l'auraient pris et modifié un peu puis qui l'auraient remis dans des films modernes pour que le cri soit là parce que c'est un cri parfait. Ah oui! Oui, parfait. Joe, tu disais que c'est... T'as dit « Ah, quel chef-d'œuvre! » Ah oui. Ben là... Absolument. Là, moi, c'est le dernier que j'ai écouté. Je pense que j'étais rendue très brave, là, puis que je m'attendais à avoir très peur. Et puis, j'avais pas beaucoup peur. J'étais comme... On dirait que j'ai plus été gossée par des éléments que... J'avais un petit peu de la misère à me laisser aller dans l'histoire du film. On dirait que j'accrochais sur des trucs. Tu sais, c'est ça. Quand il est très jeune, là, il regarde sa sœur par le trou de la serrure, est comme nue des seins. Puis là, il arrive, là, il la tue. Là, il donne un coup, elle meurt. C'est fait, elle saigne pas, elle est morte. Oui. J'étais là, OK. Après ça, quand il revient en ville, bon, ben là, c'est ça, les pourchasses un peu des babysitters. Ma perception à moi, c'était qu'il suivait celle-ci en particulier parce qu'elle ressemblait à sa sœur. Mais ça, c'est ma déduction. Là, c'est peut-être pas ça. Peut-être que vous allez dire t'es dans les patates complètement. Dans les multiples suites qu'il y a eu, dans le sa grande sœur. Ils disent que finalement, c'est sa grande sœur. C'est sa petite sœur. C'est ça. Il n'y a pas eu réussi à tuer toute la famille. Oui, et ça a été annulé ils ont quand ils ont fait le Halloween en 2018, le plus récent, ils ont décidé de faire table rase, aucune suite ne compte. L'affaire de Jamie Lee Curtis, qui est la sœur de Michael Myers, ça ne tient plus. C'est sa sœur? Oui, c'est dans le 2, dans Halloween 2, qui commence là où le premier se finit. Jamie Lee Curtis s'en va à l'hôpital. Michael Myers, finalement, n'est pas mort. Mais non, il s'est sauvé. Il la poursuit dans l'hôpital. Ça se passe dans l'hôpital. Et là, on révèle que finalement, Jamie Lee Curtis est sa sœur. Et que c'est pour ça qu'il veut la tuer. Mais pour moi, ça, je trouve que ça enlève beaucoup de mystère. Tu sais, c'est pas... Moi, au contraire, j'aimais ça. C'était un drame familial et il n'a pas réussi à achever. Fait que ça lui donnait une bonne raison de vouloir tuer cette fille-là. Moi, c'est ça que je trouvais cool. C'est ça qui me gossait, c'est que là, il va tuer finalement tout son entourage immédiat à cette jeune babysitter-là, qui est sa sœur, que je viens d'apprendre. Donc là, il va tuer son ami. Ha! Un coup, il est mort, c'est fait. Elle, il va la tuer. Ha! Un coup, elle est morte, c'est fait. L'autre aussi. Puis là, il va les placer, il va faire une mise en scène. C'est très coucou, là, genre, je comprends là, que c'est vraiment un être vraiment troublé. Mais là, quand il arrive elle... Il n'est pas juste troublé, c'est... Même son psychiatre est persuadé que c'est le mal incarné. Il y a un gars, il veut le tuer. C'est comme... je ne sais pas c'est quoi cette approche. Si tu veux... c'est des livres qu'on n'a pas lus. Tu sais, Bouillon de poulet pour l'âme, là. Je pense que c'était ça. J'ai lu, moi, ça, Bouillon pour l'âme, pour ado. Mais si tu veux un fun fact, pas un fun fact, une analyse que j'avais déjà lue que je trouvais vraiment intéressante parce que l'année passée, j'ai fait découvrir les Halloween à Léa, puis on les a tout clenchés. Puis moi, le 1 et le 2, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 1, si on se remet à l'époque, c'était une des premières fois où dans cette belle Amérique blanche-là, dans une banlieue cossue, où les gens sont en sécurité et confortables. Qui ressemble à toutes les banlieues dans lesquelles on a vécu. Tu peux même pas savoir c'est quelle banlieue. Ça peut être autant une banlieue montréalaise qu'une banlieue dans le Maine, qu'une banlieue en Californie. Les petits blancs, on a-tu un jingle sur Repentigny? Là, ça serait Sinon, ça s'en vient. Et là, c'est que c'était la première fois que quelqu'un s'attaquait là où l'être humain en Occident se sent le plus en sécurité. Ce qui veut dire, dans sa banlieue, dans sa maison, lors d'une fête une fête pour enfants, là, les enfants étaient en danger et l'Amérique blanche était aucunement protégée de cet être-là parce qu'il n'y a plus de filtre.
et que même une madame qui fait un sandwich à son mari dans une maison à côté, pour aucune raison, va se faire poignarder. Ça venait déstabiliser et faire peur aux gens à cette époque-là. On a tellement été gavés après ça de films d'horreur de toutes sortes que notre filtre à la violence n'est plus le même. Mais quand tu y penses, une dame cuisine un sandwich à son chum, à son mari retraité dans sa cuisine, elle s'en va et 2 secondes après, elle se fait poignarder de manière gratuite. Là, tu as aussi beaucoup de plans séquences en point de vue de la personne qui va tuer. C'était une des premières fois qu'on utilisait le POV pour le meurtrier. Donc, tu étais dans la pornographie. On l'a utilisé beaucoup pour la pornographie, le POV, là, tu sais. Mais c'est à cause d'Halloween. Oui. Mais Halloween était dans les premiers à faire « Hey, on va se mettre autant dans la tête du meurtrier en l'entendant respirer dans le masque, en se promenant autour des maisons. » Puis, c'est quoi? On va pas couper. Ça va être long. On va faire le tour de la maison pour que la prochaine fois que la personne va porter ses poubelles, tout d'un coup, elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et les gens se sont mis à avoir peur, même en banlieue, et ça faisait peur aux adolescents qui faisaient « D'autres, je pourrais me faire tuer alors que je garde des enfants, que je suis une bonne personne, une première de classe, gratuitement. » Fait que c'est ça qui, pour l'époque, c'est venu déstabiliser beaucoup, beaucoup les gens parce qu'on n'en avait pas vu encore de ça. C'était tout le temps, le démon. Tout ça est très convaincant, effectivement, parce que ce que je voulais mentionner, là, qui me gossait, là, c'est que toutes les personnes autour d'elle se font tuer là, avec précision. Là. C'est rapide. Là. Ils meurent. Ils sont mis en scène, tout ça. Mais là, quand ça arrive à elle, là, rien ne va plus. Là, il devient pourri raide. Là, ça ne marche pas. Là, il ne l'a pas pantoute. Là. Toutes les fois où il pourrait l'avoir, là, les autres, ils les auraient eus. Tu comprends? Mais là, elle, là, il ne l'a pas. Là. Puis ça m'énervait. Puis elle, quand elle fuit, là, elle fait exactement là, tout ce qui me gosse d'un film d'horreur. Oui, mais ça te gosse parce qu'on l'a trop vu. Oui. Parce que tu l'as revu plein de fois. Lui, c'était le premier à faire. Puis là, la poignée de porte, elle rouvre pas. Mais là, ça fait 8 fois que la poignée de porte, elle ouvre quand c'est quelqu'un d'autre qu'elle, là, pauvre elle. Puis là, elle tombe. Puis là, parce qu'elle me tapait ses nerfs, pauvre elle, là, puis j'ai rien contre elle, là. Mais j'étais comme tannée, là, que ça marche pas à cause que c'était le personnage principal. Puis là, quand la fin, encore une fois, on dit le punch, on s'excuse, à la fin, quand il se fait gonner, et qui ne meurt pas, j'étais là, hey, là, me niaisez-vous. Puis ça finit de même. Puis la tourne est remise encore, j'étais là, oh! Oui, mais attends. Il y a une espèce d'aspect mystérieux, tu sais, tout le long. Michael, en théorie, est humain. Mais le docteur Loomis, son psychiatre, dit, non, c'est le mal, c'est the boogeyman. Il y a quelque chose. Il se relève. Il n'est pas simplement humain. Un humain, c'est ça. OK, j'ai pas vu ça, effectivement. Oui. C'est vrai que ce que Joe disait, on a été désensibilisés parce que Halloween, c'est le premier vrai slasher. Parce qu'après Halloween, tu as eu Vendredi 13. Tu as eu, attends, je les ai tous nommés. Tu as eu Freddy Krueger. Friday the 13th, tu as eu Valentine's Day, April Fool's Day, Sleepaway Camp, Prom Night, Nightmare on Elm Street, Terror Train, Stage Fright, The Burning. T'en as eu un paquet. Scream, c'en était un peu un parce que c'était un clin d'œil à tous ces films-là parce qu'il y avait un masque qui était déguisé puis il y avait une arme. Scream a ramené un peu ça, mais il y a eu cette période-là, là, les années 80, quand un film de slasher sortait, c'était quasiment aussi big que Spider-Man. Tu avais le nouveau Freddy, tu avais le nouveau Jason. C'était un événement. Donc, oui, on a été un peu désensibilisés, même si tu n'en as pas regardé une pelletée, tu connais les codes pareils. J'étais gossée. J'étais comme... Oh, oui, et c'est normal. C'est tellement cliché, mais là, si elle a créé le cliché, je comprends. Imagine la première fois que tu as vu... C'était pas impressionnant pour une première écoute. J'étais là... Oh. La première fois que tu as vu dans un film quelqu'un essayer de se sauver, s'asseoir dans une voiture et le véhicule partait pas. Ben oui. La première fois que tu l'as vu, tu as fait « Oh mon Dieu, vite, faut que le char parte, faut que le char parte. » Là, aujourd'hui, le cri de chat. Qui fait ça. Ben, Patrick Sénécal, en conférence, avait déjà cité le chat. Je l'avais déjà dit, Mathieu. Oui. J'avais été voir une conférence de Pat Sénécal qui parlait d'horreur. Et mon Dieu, que ce gars-là, quand il parle d'horreur, Chris qui est intéressant. Puis il disait, le premier chat qui a sauté dans un film faire le saut à quelqu'un, c'était correct. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait faire un saut avec un chat, une porte qui claque, la musique, tout ça,
c'est du gravy qui doute de l'intelligence du spectateur. Ouais. Et à un moment donné, c'est correct. Ça l'était. Mais là, à notre époque, ce n'est plus correct de faire ça. Il faut surprendre le spectateur. Donc, toi, tout ce que tu as vu, c'est un film bourré de clichés parce qu'il était le premier en 1978, 77, c'est sorti? 78. Il était le premier à faire ça. C'était le premier qui, justement, si elle avait eu à courir et que le char part pas, c'était la première fois qu'on voyait ça, tu sais. Fait que c'était la première fois qu'une porte s'ouvrait pas. Puis c'est pourquoi? Là, après ça, la tombait. Oui. Ouais. Fait que, mais tu sais, imagine les gens comment ils étaient stressés au cinéma la première fois qu'ils voyaient ça. C'était la première fois qu'on le voyait, le doute qu'on n'est pas capable de tuer. Puis, il marche lentement, mais il va vite. Il atteignait toutes ses cibles, sauf elle. Tu sais, dans le garde-robe, là, pourquoi il y a-tu pas? Là? Ça n'a pas de bon sens qu'il n'y a-tu pas. Là. Ça n'a pas rapport qu'il n'y a-tu pas. Tu sais, 18 ans, on est 18 ans après Psycho. OK? C'est le film Halloween est un peu un hommage à Psycho, en même temps qu'une espèce de tentative pour boucler la boucle. Parce que l'héroïne, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis, c'est la fille de Janet Leigh qui faisait la blonde dans Psycho, qui se fait stabber dans la douche. Dans la vraie vie? Ben oui, c'est sa fille. Ben non. Ben oui. Absolument. C'est donc ben hot! Oui. Ils ont refait des plans de caméra quasi identiques dans les deux pour faire un clin d'œil à Psycho. Le docteur Loomis, il s'appelle Dr. Loomis parce que dans Psycho, il y a un personnage qui s'appelle Sam Loomis. Fait que c'est comme une espèce de... Tu sais, ça n'a pas bouclé la boucle dans le sens que ça l'a juste comme ouvert plus. Là, finalement, ils ont comme fait plein de films dans ce genre-là, mais c'était comme une espèce de tentative de boucler tout ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que... donc, c'est ça. Il y a eu plein de films dans ce genre-là par après. Moi, je trouve que la grosse force d'Halloween, c'est d'amener la figure du boogeyman, le croque-mitaine, le bonhomme 7 heures, dans... Encore une fois, un contexte qui est familier, que c'est la petite ville de banlieue qu'on a dit qui ressemble à toutes nos villes de banlieue dans lesquelles on a vécu. Tu sais, Michael, il est entouré de mystères, il a un masque, on ne voit pas ses émotions, il ne parle pas, on ne sait pas pourquoi il tue. Son psy veut le tuer. C'est le mal incarné. Moi, je trouve que Michael, c'est comme l'image qui représente le mal qui dort proche de chez nous, sans qu'on le sache. C'est le gars que tu vois aux nouvelles et tu te dis « Hey, ce kid-là, là, il emballait mon épicerie. Il n'y a absolument rien qui laissait soupçonner. » Puis finalement, Chris, il a fait une dégueulasserie, tu sais. Ouais. Et en plus, pour te faire encore plus peur, il est difficile à tuer. On va faire en sorte qu'il est humain. Il a tous les côtés humains. Je veux dire, il ressemble à un humain. Il marche. Il y a une mère, un père, une sœur. Et on te l'a monté... dans l'analyse que j'avais lue, ça disait on te le montre comme ton voisin, mais on te le montre aussi comme un monstre. On te le montre comme quelqu'un qui n'est pas tuable, il marche lentement, mais il va aussi vite que quelqu'un qui court. C'est comme s'il y avait des pouvoirs. C'est comme un fantôme. Fait qu'il y a tous les côtés qui peuvent faire peur à l'esprit humain qui sont réunis dans un même corps. Tu sais. Pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu sors le même film, on fait comme « What the fuck? » tu sais. Dans la suite de 2018... Il y en a que j'ai aimé, moi. Oui, moi, j'ai aimé le 2. J'ai aimé le 3 où Michael Myers n'est pas là. Je l'aime beaucoup, ce film-là. Il revient dans le 4, 5, 6. Ça devient un peu... c'est un peu de la marde, je trouve. Hein. Les remakes de Rob Zombie aussi sont un peu de la marde. C'était pas bon. Je voulais vous en parler, c'est ça? Oui, Rob Zombie, l'affaire qu'il a faite, à mon avis, le problème, c'est qu'il a donné un passé puis une voix à Michael Myers. On le voit dans son enfance, on le voit être troublé à l'asile psychiatrique. Puis pour moi, ça l'enlève tout le mystère du mal. OK, au lieu de le justifier, ça j'aime mieux enlève le mystère. C'est plus fun, comme on disait tantôt, de ne pas le voir. Exemple, moi, j'aime mieux que tu me dises « Hey, ce petit gars-là a une enfance dégueulasse. » Le mot « dégueulasse », tu n'es pas obligé de me montrer une scène où l'enfant est enchaîné à sa chaise haute. C'est ce qu'on voit dans... Dis-moi-le, mais montre-moi-le pas. Tu sais. Moi, j'aime mieux, en fait, qu'il n'ait pas eu d'enfance dégueulasse. Il est juste... freak! C'est ça, tu sais. Puis c'est ça que j'aimais de l'ancien. Tu sais, quand il tue sa sœur au début, Michael, sa famille a l'air normale. Là. C'est pas des rednecks. Fucking normal. Dans la version il descend, il a le couteau ensanglanté, il va voir ses parents, puis ses parents sont comme « Hey, Michael! Oh, exact. Michael! Mais dans la version de Rob Zombie, sa famille, c'est du
sais, du monde de maison mobile, là, avec sa mère est danseuse, son père est un ouais. genre de crackhead. Tu sais, c'est comme, t'es-tu obligé d'aller là? Non, Michael, c'est beaucoup plus puissant. C'est le mal, point final. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Matt. Mais le meilleur meurtre, je crois, de Michael Myers, puis fan de Halloween, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est dans le 2, la fille dans le bain de tourbillon en toton. Ouais, c'est cool, ça. Puis la fille est avec un dude, puis Michael Myers fait juste les noyer dans de l'eau bouillante, puis toute leur peau s'effrite. Moi, ça, là, j'ai vu ça sur un vidéo bêta, Mathieu Genet. Un vidéo fucking bêta. Mon père avait des films d'horreur et j'étais descendu dans le sous-sol un matin pendant que tout le monde dormait. Je vois Halloween 2. J'avais pas vu le 1 encore. Là. Je suis genre 4e année. Là. Voire 3e année. Et je mets le vidéo bêta dans le bêta. Et là, ça part et je vois des seins. Là, je capotais ma vie de voir des seins. Et là, il a tué. J'arrêtais plus de reculer cette scène-là. Puis il n'y a pas longtemps, je me disais, man, à quel point c'était troublant. Je regardais un meurtre pour pouvoir voir des totons. Hein? Ah, les années 80. Moi aussi, je pense que Halloween Halloween que ça sert 2... à rien, je m'excuse. Là, genre, je trouve vraiment que ça apporte rien. Là, genre, les amis de la babysitter là, qui sont niaiseuses puis qui, genre, ils pourraient faire n'importe quoi d'autre, mais non, faut pour qu'on les voit tout nus quand on les tue. Asti, que je trouve que ça amène à rien. Là. Mais ça, c'était comme un standard qu'il y avait à l'époque. Là, tu dégueulasse. Souvent, quand tu n'avais pas de budget, ton film était réservé au circuit des cinéparks et des cinémas cheap, les cinémas grindhouse. Fait que quand tu voulais maximiser ton profit, il fallait que tu t'arranges fallait que ça soit sensationnaliste. Fait que, c'est un peu ça. T'sais. Mais j'avais lu aussi une analyse de Friday the 13th où on voit aussi plein de monde baiser dans le camp de Joe, là, dans le 1. Là. Oui. Et j'avais trouvé ça logique. Le réalisateur expliquait qu'il s'était fait critiquer justement parce que, hey, on n'est pas obligé de les voir fourrer. Puis il dit, OK, mais moi, ce que je veux montrer, c'est que l'endroit où tu es le plus vulnérable, c'est quand tu es tout nu. Tu es en train de faire l'amour et je te montre que tu te fais assassiner, qui est complètement l'inverse de, de prendre quelqu'un qui est heureux en train de faire l'amour, puis dans la minute qui suit, tu es en train de recevoir des coups de couteau dans la gorge. Puis il est nu, il n'y a pas de vêtements. Et lui, c'était comme plus ça, sa philosophie. Puis en même temps, on voit des seins, fait que ça fait vendre. Fait que je trouvais qu'il y avait une explication qui est peut-être une excuse avec du recul. Parce qu'on n'était pas obligé d'en voir autant. Mais je pense on voit juste des madames, on ne voit pas des messieurs. On ne voit pas de pénis de monsieur. Oui, c'est ça. Ça, il me semble que les pénis de monsieur, c'est quelque chose qu'on a juste commencé à voir dans les années 2000 dans les comédies de Judd Apatow. Oui. Les gros plans sur des petits pénis laids là, dans Hangover aussi. C'est jamais vendeur, là. Non. C'est jamais genre un méchant gros tangent impressionnant comme on voit des seins que t'es comme, ouais, c'est naturel, ça. Ah oui, oui, il y en avait dans un film. C'était pas Mike Wahlberg. Un beau gros pénis? Tu sais, Mathieu, là, c'était un truc Boogie de bar. Nights. Dans Boogie Nights. Oui, mais c'était pas son vrai pénis, ça. Ah non? Ah, OK. Non, c'est une prothèse parce qu'il joue... Pour en mettre plus qu'il faut. Lui, dans le film, dans Boogie Nights, il joue le rôle de Dirk Diggler qui est basé sur John Holmes. Il joue pas John Holmes, il joue Dirk Diggler. Puis John Holmes avait un pénis de 12 pouces, fait qu'ils ont mis une prothèse de 12 pouces, tu sais. Mais c'était pas son vrai pénis. Non, mais on voit, c'était une des seules fois où je me rappelle où on a vanté un pénis. Sinon, pour voir des pénis dans J'en suis avec Roy Dupuis et Patrick Huard. Penses-tu que je m'en allais pas là? On les voyait, ils se lavaient dans la douche, puis ils se tournaient, puis moi, j'étais au cinéma, j'étais pourquoi je vois des pénis? Pause. Moi et Sébastien Fortin, mon ami, on s'envoyait ça il n'y a pas si longtemps encore. Dans Les Filles de Caleb aussi, non, c'est pas vrai. Je fantasme. La scène de Mila qui rentre dans le lac. Ben oui. Vous voyez, j'ai fait comme dans Psycho, là. J'ai imaginé les coups de couteau. J'ai imaginé le pénis à Roy. On le voit pas. Il fait juste sauter dans le fond. Puis, T'es-tu sérieuse? On le voit pas. Moi, dans ma tête, on le voyait. Oui, on le voit un peu, son pénis. C'est vraiment rapide, là. C'est pas... Il y a personne qui s'est gâté là-dessus, là. Pas à TV quand c'est moins de 2 secondes, tu sais. En plus, c'était pas en HD dans ce temps-là. Fait que ça veut dire qu'on l'a imaginé en crise. Laisse-moi bien l'imaginer, le beau. Attends une minute, je vais googler, voir... Roy Dupuis pénis. Roy Dupuis? Roy Dupuis. Mais je pense que... Roy Dupuis parce qu'on est là-dessus. Je pense que dans le film de Séraphin avec Karine Vanasse, je pense qu'il fait l'amour avec elle à un moment donné, puis quand il se retire,
il se tourne et on voit l'ombre de quelque chose. Ah oui, on le voyait dans sa nuit de noces, il descend dans l'eau. Puis c'est un over-shoulder de... Oui, on voit son pénis. Mais c'est très noir, là. Oui, c'est très sombre. Sinon, dans J'en suis ici. Sinon, dans Naked Pics. Ah, il est tout jeune là-dessus. J'ai bu mon Only Trop, là, puis là, genre, j'ai les émotions qui... Hein, on parle du pénis de Roy Dupuis, puis hop, l'air, hein? Sinon, là, tu sais qu'en ce moment, il y a un petit technicien Google qui est comme qui plug des fils, là, puis qui est OK, il y a quelqu'un qui a googlé la graine à Roy Dupuis, qui trouve des photos de graines de Roy Dupuis. Là. Fait que c'est fait. Fait que oui, dans 3 films, on a vu le pénis de Roy Dupuis. Ben, dans 3 films ou téléséries. Mais c'est vrai que on a beaucoup mis de seins à la télé. Oui, plus que des graines. Plus que des graines. Actrices qui sont engagées grâce à leur... je pense que ça conclut notre causerie vidéoclub. Moi, j'ai quelque chose à vous mentionner. Oui, vas-y. Quand, là, tu sais, c'était quand même une courte période là, sur laquelle j'ai regardé ces films-là et j'avais pas envie d'aller directement me coucher après avoir visionné ça. J'avais besoin d'écouter quelque chose de très humain, là, qui allait me faire du bien, qui allait me faire vivre de quoi avant d'aller me coucher. Donc, j'écoutais OD. Non, c'est blague. T'écoutais Donner au suivant de Chantal Lacroix, genre sur YouTube. Ah, ils ont peinturé la maison d'un handicapé. Oh, wow! OK, là, je vais bien dormir. Non, mais c'est que, curieusement, là, ça ne doit pas être un très gros hasard, mais sur Netflix, on m'a poussé la série M'entends-tu? La série de Florence Lompré. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Oui. Non, moi, je l'ai pas vu. Oui, je sais de quoi tu parles, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. M'entends-tu? Comédie dramatique qui nous plonge dans le quotidien très ordinaire de Ada, Fabiola, Caroline, 3 amies de longue date issues d'un milieu de pauvreté. Ils sont à Hochelaga, tu comprends? C'est 3 filles qui viennent de familles qui ont de la misère. C'est des quotidiens... on nous plonge dans les quotidiens de ces filles-là qui sont très unies. Et c'est tellement bien joué, c'est tellement bon, l'histoire, c'est super bien réalisé. J'adore ça. Je pense que c'est la 3e fois que je le regarde. C'était disponible sur Télé-Québec, ensuite ça a été disponible sur Tout.tv et là, c'est disponible sur Netflix. Et puis je me disais, hey, je vais l'écouter sur Netflix juste parce que j'ai envie de montrer à Netflix que les séries du Québec qu'ils proposent, c'est important, puis on les consomme, tu sais. Fait que je me rattrape encore une fois les 2 saisons de M'entends-tu. Puis Caroline, que c'est profondément humain. Et puis, ça serait mon devoir. Joe, je pense que tu l'as écouté. Mais non, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Je sais quoi. Mais je le prends en note. Puis oui, le seul problème que j'avais avec ça, puis dis-moi si c'est mon préjugé, il est bon ou pas. J'ai beaucoup de difficultés quand des bobos jouent la pauvreté. Tu comprends? J'ai beaucoup de misère quand je regarde un film qui est arty avec des gens qui sont comme semi-beaux, lookés, mais qui jouent pauvres. Non, Mélissa Bédard, là, on va se dire... Tu sais que Mel Gibson n'était pas un Écossais. Hein? Non, je sais. Je sais, mais tu sais, ça me gosse quand je l'ai réécouté qu'il y a une genre de permanente avec du Suprenet. Tu comprends? Chris, moi, quand je regarde une série qui se passe il y a 800 ans, maintenant je regardais Barbare, puis que la fille a les dents blanches, puis elle a des faux seins, ça me met en tabarnak. Oui, je sais. Ouais. Non, tu vivras vraiment pas ça. Tu vas vraiment pas être choqué. C'est pas une fausse laideur, là. On accentue des traits poillables de ces 3 actrices-là, puis on fait juste comme pas les poupouner à la place d'eux. Puis c'est cru, Ada, le personnage principal qui est joué par Florence Lompré, c'est vraiment, c'est pas comment qu'elle est vêtue qui fait pitié, c'est son intellectuel, c'est son vécu, c'est ses réflexions, c'est ses réflexes de fille qui n'a pas de culture, tu sais. Qui n'a pas été éduquée, tout simplement, qui vient d'un milieu difficile pour vrai. Puis c'est ces différentes réalités-là, c'est 3 réalités qui sont très différentes, by the way, qui sont mises de l'avant, puis c'est fait là, de façon très humaine. C'est un regard qu'on pose pas sur, qu'on voit pas à la télé, c'est une réalité qu'on met pas de l'avant, justement. Fait que ça fait du bien. Cool. Ben, j'ai hâte de voir, pour avoir habité 9 ans dans Schlag avec des prostituées qui m'offraient des pipes devant mon enfant. Des câlins. Des Madame Câlin.
puis que j'ai vu des prostituées se vider dans ma ruelle, on se rappelle. Fait que bref, j'ai hâte de voir si c'est du... Hey, on s'en va en retenue, puis je vais te raconter la fois que j'ai vu ça. On avait-tu des choses à plugger avant de partir? Là? La toune des remerciements. Là. Parfait. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. Remerciements aux petits blonds de l'audio, Philippe-Julien Bougie, Clément Hamelin. Merci les gars, la production du podcast. Merci à Vincent Dargy pour la chanson thème et merci à Rosie Blondie Dessin pour le magnifique logo. Et merci aussi au Sarcastique pour avoir composé le magnifique thème des oraux. Et merci à John Carpenter de nous avoir prêté la tune d'Halloween. Et merci aux Marmottes aplaties que vous pouvez entendre. Et merci au Viridi Café qui nous permet d'utiliser leur plateforme pour shipper du stock puis tout ce que vous achetez de notre petite merch. Éventuellement, il va y avoir d'autres merch qu'on a parlé, qu'on aimerait faire. Si ça vous intéresse, dites-nous-le si ça vous intéresse d'avoir, je sais pas moi, des t-shirts, une casquette, un hoodie, un condom, quelque chose avec notre logo. Tu sais. Une patch. C'est veridicafé.com si vous voulez vous procurer nos masques à 20 $. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'entendre, donnez-nous des étoiles, 5 étoiles si possible sur la plateforme que vous nous écoutez. Et puis continuez de nous suivre évidemment sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Non! Fuck TikTok! On n'est pas encore sur TikTok. Non. Alors, on s'en va en retenue? On s'en va en retenue pour les membres Patreon. Alors, merci et à la prochaine. Bye bye!